vous êtes, comme l'a indiqué Jean-Marie, chargé de recherche au CNRS et vous travaillez donc au Centre de recherche international de Sciences Po. Vous avez un doctorat en études politiques à l'école des hautes études en sciences sociales et votre thèse porte sur la guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan. Alors, et donc, il existe une version grand public de cette thèse. Si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe en Afghanistan, allez-y. Je crois que c'est quand même quelque chose de très complet. Vous avez fait plusieurs séjours en Afghanistan, vous parlez persan, donc ce qui amplifie beaucoup l'accès à ces informations. Alors, et cette thèse est honorée par 3 prix, je crois, enfin, bon, par plusieurs prix en tout cas. Voilà, et vous expliquez, je ne vais pas vous résumer la thèse, hein, vous expliquez que bien des Afghans préfèrent s'adresser à des juges talibans qui sont à la fois plus rapides, plus honnêtes, etc., que de s'adresser aux juges officiels de l'État afghan. Vous m'expliquerez pourquoi. Alors, donc vous avez séjourné en Afghanistan entre 2010 et 2016 et vous avez été donc en contact avec les dirigeants afghans et avec des talibans. Alors, comme dans une série télévisée, je vais vous résumer les épisodes précédents. Hein. Alors, entre 2001 et 2021, la coalition internationale n'a vu en Afghanistan qu'une mosaïque d'ethnies et a tenté d'asseoir sa domination en exacerbant les tensions entre les communautés et en jouant la carte du clientélisme par captation des ressources à destination des entreprises occidentales et des oligarques afghans. Et bien entendu, si vous voulez, je crois qu'un des ressorts, c'est que les talibans ont capté finalement, ont capitalisé le ressentiment populaire contre les élites au pouvoir et mis en échec l'Alliance occidentale, incapable de définir une stratégie cohérente et les moyens colossaux attribués aux opérations militaires n'ont pas instauré la sécurité, mais ont encouragé une espèce de violence interne incontrôlée. Et cette insécurité, bien sûr, a renforcé l'attractivité des talibans. Après 20 ans de guerre, la plus longue et la plus coûteuse des États-Unis, le retrait américain n'a fait qu'ouvrir une nouvelle période d'incertitude sociale, économique et politique. Et l'accord de Doha en février 2020 entre l'administration américaine et les talibans, a seulement précipité la déconfiture de l'armée afghane. Voilà, alors le 15 août 2021, il y a à peine plus d'un an, les talibans ont repris sans combat le pouvoir à Kaboul. Et la prise de contrôle du pays par les talibans s'est traduite par la suspension des financements d'aide au développement, qui représentaient quand même dans les 40% du PIB afghan. Et ces financements donc, soutenaient la majorité des services sociaux du pays et des structures de base de l'État. Donc, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus, bon, etc. Et un grand nombre d'Afghans ont donc
perdu leur emploi et leur salaire. Et aujourd'hui, la moitié de la population souffre de malnutrition aiguë. Aujourd'hui, les seules ressources de l'Afghanistan sont l'exportation d'un peu de charbon issu de mines tout à fait artisanales. Et les nouveaux maîtres détournent le regard sur la fourniture de 80 à 90% du marché mondial d'opium et d'héroïne. Et en dépit, si vous voulez, de ce qu'avaient annoncé l'an dernier les talibans, la situation des femmes s'est catastrophiquement dégradée. 25 décrets ont été adoptés pour restreindre leurs droits dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les Afghanes sont systématiquement exclus de la société et privés de leurs droits les plus fondamentaux. Leur situation économique, humanitaire est désastreuse. J'avais promis d'être court, mais avant de vous laisser la parole, j'ai une question. Partagez-vous l'opinion de votre collègue et co-auteur Gilles Daronsoro, qui, dans un récent reportage « Le prix de la paix » sur France 5, a laissé entendre que les talibans seraient finalement la moins mauvaise solution pour reconstruire une nation détruite par 40 ans de guerre quasi continue. Voilà, merci. Merci Alain pour cette généreuse et substantielle introduction. Merci pour cette invitation, merci pour tous les bénévoles qui ont rendu ça possible. Je suis très heureux d'être parmi vous, tout l'honneur est pour moi. Je suis très heureux de faire cette conférence dans un si beau jour et dans ce si beau lieu qu'est l'Observatoire. Et je vous remercie d'être là, il fait beau, il y a plein de choses à faire et vous venez écouter quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une histoire tragique. Et donc, je suis au regret de vous dire que je vous présenterai une conférence assez grave, disons, assez triste, mais l'histoire que je vais vous raconter est l'histoire d'une tragédie. Une tragédie, mais néanmoins une tragédie qui était évidente, une tragédie qui… moi, j'ai publié ce livre 6 ou 7 jours après la prise de Kaboul. Alors, vous pensez bien que je n'ai pas prévu la conjonction des deux, hein. J'ai soutenu ma thèse en 2018, j'ai terminé ma recherche, mon dernier terrain en 2016 et le gros de ma recherche en 2014. Et dès ces années-là, en réalité, dès le milieu de mon travail, à partir de 2011-2012, il était évident que les talibans avaient gagné la guerre. Vous citiez Gilles Daronsoro, je vous promets de répondre à cette question, de vous donner la réponse à cette question à la fin de ma présentation. J'ai oublié de mettre le temps. Gilles Daronsoro, qui lui a travaillé sur l'Afghanistan pendant près de 30 ans, écrivait en 2010 de manière provocatrice. Il faisait de l'expertise pour les Américains à Washington, et il avait écrit un rapport qui a fait grand bruit à l'époque, mais uniquement dans les cercles informés, où il avait intitulé volontairement son rapport « En attendant l'arrivée des talibans ». C'est-à-dire qu'en 2010, quand on connaissait vraiment bien la situation et qu'on acceptait de ne pas se laisser illusionner par nos propres fantasmes, la défaite occidentale et la victoire talibane étaient devenues une question de temps. Il était assez évident que les talibans avaient gagné la guerre. Moi, j'arrive en Afghanistan à peu près à cette époque-là, hein. Je suis arrivé dans un moment, j'étais un jeune chercheur commençant sa thèse sur l'Afghanistan. J'étais même à l'époque en master, en fait. Je commençais à chercher mon sujet avec cette question assez naïve, vue de loin, c'est-à-dire les talibans sont un groupe de fous de Dieu fanatiques et extrémistes. Comment est-il possible qu'ils gagnent dans une guerre insurrectionnelle contre la première armée du monde, sachant que bon, une guerre de guérilla, c'est nécessairement une guerre qui se fait avec un certain niveau de soutien social, hein. Vous ne pouvez pas vous cacher au milieu de villages et ne pas être dénoncé si d'une manière ou d'une autre, vous n'arrivez pas à produire un intérêt, à produire quelque chose qui fait que les gens vont vous protéger. La terreur ne suffit jamais, dans aucune guerre de guérilla, à expliquer
la progression d'une guérilla. J'avais simplement cette question très, très générale en tête. Je ne savais pas très bien comment l'aborder. Et la question qui est devenue le cœur du livre et qui permet de comprendre comment les talibans ont pris le pouvoir, qui permet de comprendre comment il a pu être aussi évident que les talibans allaient prendre le pouvoir, elle est venue de 2 entretiens que j'ai faits avec 2 personnes profondément anti-talibanes. Le premier des 2 a été un moudjahidine qui s'était battu contre les troupes soviétiques dans les années 80. L'Afghanistan a vécu 4 décennies de guerre, donc l'Afghanistan était en guerre depuis 1978. Et lui, dans cette guerre-là, s'était battu contre les soviétiques dans les groupes armés royalistes. Et à cette époque-là, ensuite, quand les talibans ont pris le pouvoir, a été un militant anti-taliban. Et donc, je le rencontre dans une province de l'Est du pays qui s'appelle la Kunar. Et je fais ce que fait tout sociologue quand il ne sait pas très bien ce qu'il fait. Je fais un entretien biographique. Je lui demande de me faire un récit de vie, de m'expliquer. On passe par toutes les étapes de sa vie. Et puis, à un moment, on discute de qu'est-ce que c'est de vivre dans un village sous contrôle taliban. Et arrive le moment où, après m'avoir expliqué tout le mal qu'il pense des talibans, il me dit qu'on lui a volé du bétail récemment et qu'il va faire appel au juge taliban. Évidemment, un peu étonné. Bon, mais pourquoi faire appel au juge taliban si vous considérez qu'ils sont la pire chose qui puisse arriver à ce pays? Et il m'explique, le juge du régime est corrompu, il est possible de se tourner vers des chefs de guerre locaux, mais en fait, ça coûte plus que ça rapporte quelque part. Le recours est pire que le problème en général. L'armée américaine est un recours possible car les militaires américains, comme je vous l'expliquerai, se sont impliqués dans tous les petits conflits fonciers, dans toutes ces questions-là. Mais c'est aussi très dangereux. Et le seul juge en qui on peut avoir confiance, qu'on ne doit pas payer, c'est le juge taliban. Donc moi, évidemment, cet entretien m'avait intrigué. Je m'étais demandé mais d'où venait cette chose-là. Et il m'a fallu, j'ai commencé à poser une question systématique aux gens. Avez-vous eu affaire à un juge taliban? Avez-vous eu affaire à un tribunal taliban? Et ça m'a pris encore quelques semaines. J'étais au début de ma recherche, donc ça me prenait du temps d'arriver à des gens qui vivaient en zone talibane. Ce n'était pas très simple. Mais quelques mois plus tard, dans une autre région du pays, dans le sud du pays, dans la ville de Kandahar, je rencontre un notable d'un village à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Kandahar, qui se trouvait à être réfugié dans la ville de Kandahar parce que les talibans l'avaient directement menacé, parce qu'il était un relais des réseaux gouvernementaux. Les talibans, comme beaucoup de guérillas, avaient cette technique assez classique de menacer ou d'exécuter tous les fonctionnaires ou tous les relais du gouvernement, justement, enlever la présence étatique et proposer leur propre administration. Et donc, lui, en tant que relais étatique, s'était retrouvé menacé de mort et était donc réfugié dans la ville de Kandahar. Et donc, évidemment, je fais un entretien avec quelqu'un qui m'explique tout le mal qu'il pense des talibans pour des raisons évidentes. Il est quelqu'un qui est un opposant politique aux talibans. Il est lui-même menacé assez directement. On finit l'entretien. J'avais oublié ma question et en le raccompagnant à la porte, je lui pose cette question. À propos, avez-vous eu affaire au juge taliban? Et il me regarde et fait oui, les juges talibans sont très bien. Et là, j'ai un moment, je lui demande très gentiment, c'est quelqu'un d'un certain âge, il faisait en plus très chaud, s'il accepterait de se rasseoir avec moi pour rediscuter, pour m'expliquer ce qui lui fait dire que les juges talibans sont très bien. Et lui m'explique en détail un cas de conflit foncier où son voisin s'était dit de manière assez rusée, quelque part, que puisque lui ne pourrait pas revenir dans le village, il était possible qu'il en profite pour s'accaparer sa terre. Et donc, il avait en plus estimé que les talibans seraient de son côté. Et il avait essayé de présenter un cas en disant que en fait, cette terre lui revenait de droit et non pas à son voisin. Et donc, l'homme avec qui je fais l'entretien m'explique qu'il a donc été convoqué par le juge taliban. Alors, premier étonnement de ma part, s'il a été convoqué par le juge taliban, c'est-à-dire qu'il peut passer des barrages talibans, puisque la convocation était dans une zone sous contrôle taliban assez loin dans les zones rurales. Il pouvait arriver jusqu'à un tribunal taliban. Alors, vous avez un tribunal taliban avec un juge dedans, un bâtiment à l'époque, vous en aviez. Passer donc des contrôles de l'insurrection talibane, alors même qu'il est une personne menacée de mort, avec un papier disant qu'il est convoqué. Et oui, effectivement, il va à cette convocation, il arrive devant un juge taliban qui lui a demandé de venir avec des témoins, qui examine les pièces et qui, après l'examen des pièces et des témoins, conclut que la terre est à lui et non pas à son voisin. Et il me conclut ce long entretien et ce long récit de cette affaire en disant
les juges talibans sont mieux que les juges du gouvernement. C'est à partir de là qu'est arrivée pour moi cette question lancinante, comment des juges qui sont des militants talibans, qui sont des gens évidemment partiels, parviennent à se faire connaître comme juges. Comment des gens qui sont pris dans la guerre, un taliban, sa parole, lorsqu'il parle, elle est la représentante d'une faction contre une autre, parviennent à être reconnus même par leurs opposants comme des juges, parviennent à faire reconnaître leur revendication d'être le droit, là où tout ce que j'observais dans les zones du gouvernement, c'est que la revendication du gouvernement de représenter, d'incarner l'État et le droit se fragilisait d'année en année. Le point, poser ce problème-là, c'est en fait quelque chose d'assez difficile parce que ça implique de changer notre conception des conflits armés, en particulier des guerres civiles. Hein. On a tendance à regarder ces zones-là pour à travers toute une série de stéréotypes, de clichés. Hein. Certains d'entre vous, je suis sûr, ont vu des films comme Blood Diamonds ou Lords of War, où on voit cette image des zones de guerre comme des zones de non-droit, d'anarchie, de chaos. Hein. C'est l'image tout de suite qu'on a quand on pense à des régions comme l'Afghanistan dans les 2 dernières décennies. C'est une très mauvaise image parce que ça nous donne l'idée qu'on est dans un endroit d'anarchie, dans un endroit où il n'y a pas de pouvoir, où il n'y a pas de droit. Or, les guerres civiles sont des endroits qui sont exactement l'inverse. Ce ne sont pas des endroits où il n'y a pas assez d'autorité, où il n'y a pas assez de droits, mais quelque part où il y en a trop. Il y a une pluralité d'acteurs qui disent représenter l'autorité, qui disent pouvoir incarner le droit. Vous aviez, à l'époque où moi je faisais mes recherches en Afghanistan, le gouvernement qui avait ses tribunaux, les talibans qui avaient ses propres tribunaux, des gens qui s'auto-organisaient pour résoudre des problèmes, et l'armée américaine qui elle-même s'impliquait dans les problèmes des gens et qui arbitrait des conflits. Hein. Et ça, c'est ce qui se passait au moment où j'étais là. Mais imaginez un pays comme l'Afghanistan où vous avez 43 ans de guerre entre 1978 et 2021, où vous avez une succession de groupes armés qui chacun ont pris des décisions judiciaires. Imaginez qu'un village de l'Est du pays est passé de main en main. Hein, il a connu le gouvernement communiste en 1978, il a été pris par un groupe de moudjahidines qui a mis en place son propre tribunal, car la plupart des mouvements armés dans le monde ont en fait des juges, hein, c'est assez classique. Comme je vous l'expliquerai, les talibans ont un des systèmes judiciaires les plus sophistiqués. J'ai travaillé dans d'autres contextes de conflits armés, au Congo, en Syrie, en Irak. Je n'ai jamais vu un système judiciaire aussi sophistiqué que celui des talibans. Mais tous les groupes qui se sont battus, toutes les factions qui se sont battues à un moment ou à un autre en Afghanistan ont essayé, ont d'ailleurs eu une demande de la part des gens de faire du droit, de résoudre des conflits. Les gens venaient et disaient « j'ai un problème, on m'a volé ceci, j'ai un conflit d'héritage avec mon voisin, mon cousin ». Et ça vous dit que non seulement vous avez une pluralité sur le moment de problèmes, de conflits, de disputes, mais en plus que vous en avez une succession de cette pluralité. Hein. Un village afghan sur ses 43 ans de guerre civile, aura connu 5, peut-être 10 autorités juridiques différentes, qui chacune ont émis des décisions, qui chacune ont émis des sentences, souvent selon des normes contradictoires, produisant, vous voyez vers où je vais, une incertitude juridique radicale. Hein. Si on ne comprend pas cette dimension qui est classique dans les guerres civiles, hein, vous avez la même chose en Syrie. Aujourd'hui, je travaille au Mali. Cette dynamique-là, elle est aussi présente au Mali. Vous avez de manière assez systématique dans les guerres civiles une pluralité de droits et une incertitude juridique radicale pour les gens. Et bien, dans ce contexte-là, ce que je vais essayer de vous montrer dans le temps qui me reste, c'est comment les talibans ont réussi à se faire reconnaître comme des juges et comment le gouvernement de Kaboul, lui, et l'armée américaine ont perdu cette capacité progressivement à incarner le droit. Répondre à cette question, c'est passer par 3 points que je vais vous présenter. Le premier, c'est de bien comprendre que le succès des talibans, il est d'abord le reflet de l'échec de l'intervention occidentale. Vous voyez, la deuxième personne dont je vous citais, ce notable dans le sud du pays qui disait « les juges talibans sont très bien », disait dans sa conclusion « les juges talibans sont mieux que les juges du gouvernement ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de manière récurrente. Les gens disaient très souvent « les juges talibans sont mieux que les juges du gouvernement ». La justice talibane, c'est mieux que la présence américaine. Hein. Vous voyez, des jugements qui sont fondamentalement relatifs. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que les talibans, alors on a une image des talibans qui est très fausse et qui pose problème parce qu'à force de croire dans nos propres stéréotypes, cette image des talibans comme un ensemble de fanatiques moyenâgeux, grosso modo, notre image assez classique, on manque ce qu'ils sont vraiment. Et je vous expliquerai pourquoi les talibans ont fait le pari de l'institution, là où
le gouvernement afghan ne l'a pas fait. Il y a une raison très précise qui fait que les talibans ont une tendance à produire de l'institution et qu'ils ne font pas en fait n'importe quoi, qu'ils ne prennent pas des décisions par-dessus la jambe. Et la troisième chose par laquelle je finirai, c'est le fait que en parvenant à incarner le droit, les talibans ont su profiter de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la force du droit. Que être reconnu comme une autorité juridique, c'est avoir la possibilité extraordinaire de faire passer vos décisions les plus idéologiques, les plus politiques, comme des décisions neutres, techniques, comme un simple arbitrage. Et les talibans se sont très fortement appuyés sur leurs droits pour imposer leur vision de la société et ainsi avoir une influence qui dépasse simplement une question stratégique, mais qui leur permettait de s'imposer comme plus que simplement des juges, comme ceux qui sont l'État, comme ceux qui sont de facto le gouvernement, ce que leur victoire de 2021 leur a permis d'aboutir quelque part. Alors, je vous disais, le succès des tribunaux talibans et le succès des talibans, il est incompréhensible sans comprendre l'échec de l'intervention occidentale. Et l'intervention occidentale et le désastre qu'elle a été, hein, il faut dire le mot, c'est un des plus grands désastres des dernières décennies, des sommes investies gigantesques, hein, entre 2 000 et 3 000 milliards selon qu'on compte les pensions des invalides en Europe et aux États-Unis, un moment extraordinaire de privatisation de l'argent public, un moment de prébande généralisée. L'intervention a été un désastre en Afghanistan pour une série de raisons, et deux principalement. La première, c'est qu'elle a construit un gouvernement de manière complètement décalée des préoccupations des gens. Or, en 2001, en Afghanistan, les préoccupations des gens, elles sont brûlantes. On est après déjà 78-2001, 23 ans de guerre civile. La conflictualité sociale, notamment autour des questions foncières, la grande question pour les gens, hein, la chose qui revenait de manière sans cesse dans les campagnes où se passait le gros de la guerre, c'était les conflits fonciers, des conflits entre voisins, des conflits entre proches, des conflits entre membres de la même famille, des successions qui se sont multipliées, parce qu'évidemment la guerre tue des gens, donc il y a de plus en plus d'héritage, mais elle fait aussi que des gens partent. Donc on parle d'un pays où vous n'aviez pas de cadastre avant la guerre, il y a eu un processus de cadastrage en cours, hein, qui commence quelques années avant la guerre, qui, comme tous les processus de cadastrage, provoque plus de conflits qu'il n'en résout pendant un temps. Hein. Le cadastrage en France, c'est plusieurs décennies entre la Révolution française et le milieu du 19e siècle, voire la fin du 19e dans certaines régions. Hein. C'est presque un siècle dans certaines régions de cadastrer réellement. Et encore, vous trouverez des gens qui pourront vous raconter qu'il y a des conflits qui viennent des discussions, des choses qui se discutaient dans les années 50-60 en France sur l'articulation du cadastre dans certaines régions. Hein. En Afghanistan, on a tenté de cadastrer en quelques années. Évidemment, ça n'a pas marché. Et quand la guerre arrive, ce processus-là s'arrête. Et donc, la plupart des terres étaient délimitées par à côté de l'arbre, à gauche du caillou, sur des contrats assez rudimentaires. Des gens avaient différents types de papiers et la guerre va multiplier cette incertitude en produisant toute une série de documents, beaucoup de documents, hein, mais à la valeur très incertaine. Un commandant moudjahidine qui a dit la terre appartient à un tel, des problèmes très simples, que la guerre est une transformation brutale du paysage. La plupart des arbres, par exemple, dans l'est du pays, ont été coupés dans un contexte d'exploitation illégale du bois précieux. Bon, le problème, c'est que si vous aviez délimité la terre par le bosquet, il n'y a plus le bosquet. Hein. Toute une série de problèmes assez récurrents dans la plupart des guerres civiles qui ne vont pas du tout être pris au sérieux dans la manière dont on va construire le gouvernement en Afghanistan. Notamment parce que les États-Unis voient à l'époque, quand ils font l'intervention l'Afghanistan, comme une tabula rasa, comme un pays où on va construire la démocratie de zéro. Un pays qui n'a pas de tradition juridique, un pays qui n'a jamais connu l'État. C'est un vieux cliché, c'est un cliché qui vient en fait des agents coloniaux britanniques. Hein. Les gens adorent citer ce qu'on appelle les Elphinstone Papers, qui sont les papiers des agents coloniaux britanniques qui faisaient des notes. En plus, ils ont une très belle écriture, donc c'est très élégant, ça fait très érudit. Le problème, c'est que ces agents coloniaux disaient en fait n'importe quoi. Souvent, ils ne parlaient pas la langue, ils ne connaissaient pas l'endroit. Et il manque le fait qu'il y a un processus d'étatisation qui en Afghanistan commence au XVIIIe siècle et qui devient particulièrement visible à partir du XIXe. Or, l'État qui va être construit va complètement ignorer ce processus-là. On va mettre en place un État en mettant à sa tête quelqu'un qui est un illustre inconnu, Hamid Karzai, qui se retrouve à être à la tête du pays simplement parce qu'il est proche
du représentant spécial du président Bush. Il est proche des milieux conservateurs, néoconservateurs, si vous voulez. Mais en Afghanistan, il est un illustre inconnu. Il y a cette idée qui va être mise au centre de la construction de ce gouvernement qu'il faut à tout prix un État autoritaire, puisque c'est un pays qui n'a pas connu l'État, donc il faut une centralisation, il faut quelqu'un avec qui on peut parler. Hein. C'était la phrase du représentant spécial du président Bush qui disait « We need someone with who we can talk », quelqu'un à qui on peut parler. Et donc, on aide même ce président à, par exemple, changer la Constitution en cours d'écriture, parce qu'il y a un processus assez sérieux d'écriture constitutionnelle avec des experts en droit islamique, un expert français, Guy Carcassonne, un politiste américain spécialiste de l'Afghanistan, qui propose une constitution parlementaire, prenant le fait d'un pays traversé par des différences et aussi des divisions et aussi des conflits, et donc la nécessité de choses qui produiraient une unité nationale. Hein, et Hamid Karzai reçoit, avec l'aide du représentant spécial du président Bush, l'autorisation de réécrire la Constitution. Il enlève le Premier ministre qui disparaît d'un coup. Il invente un article qui est un article peu connu, mais qui est extrêmement important, l'article 58, qui permet au président, en cas de vacances du Parlement, de faire passer les lois. Et en fait, toutes les lois entre 2001 et 2008 en Afghanistan sont passées pendant les moments de vacances du Parlement. Hein, toutes les lois vont être passées uniquement par Hamid Karzai que par décret présidentiel. Vous voyez, on se plaint en France du 49.3. Là, on est sur une ampleur. Le Parlement ne vote aucune loi avant 2007. Et la loi que vote le Parlement, malheureusement, en 2007, c'est une loi sur l'amnistie des crimes conduits dans les années 80 et 90, parce que beaucoup de parlementaires sont des anciens chefs de guerre. Donc, évidemment, pour créer une réputation pour un Parlement de crédibilité, ce n'était pas la meilleure mesure. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de cette question-là, hein, à la fin de l'été, l'ambassade anglaise, excusez-moi, envoie un mail dans toutes les ambassades en disant nous sommes à la fin de la vacance parlementaire, qui a encore des lois à faire passer, parce qu'après, nous ne pouvons pas le faire pendant 10 mois. Hein. Et ça va des lois très politiques à des questions très techniques, le code commercial. Hein. Plus largement, la reconstruction du pays va se faire à travers une vision complètement extérieure. On va diviser le pays en différents segments, en différents secteurs qu'on donne à chacun des bailleurs. Les États-Unis sont en charge de reconstruire l'armée, les Allemands, la police, les Japonais de s'occuper du désarmement, et les Italiens vont recevoir le droit. Pas parce qu'ils connaissent le droit islamique, pas parce qu'ils connaissent le droit afghan, mais parce qu'ils ont réussi à transformer une de leurs ONG à Rome, International Development Legal Organization, IDLO, en l'Agence des Nations Unies sur la question légale. Et donc, ils veulent se poser, à l'époque, on est en 2001, comme un pays central sur les réformes légales dans les autres pays. Ils envoient un juge anti-mafia qui va mettre en place un bureau d'assistance, chargé de la, réforme, de la réécriture du droit afghan, et il le fait en ignorant complètement l'existence même d'une tradition juridique. Et là, on en vient, je vous disais qu'il y a une tradition juridique afghane. Il y a un code de procédure pénale qui date du milieu du XXe siècle, dont la dernière version avait été refaite en 78. Vous avez un code pénal réécrit en 74, en 75. Enfin, vous avez toute une série de codes qui existaient et qui sont complètement ignorés dans la réécriture du droit afghan. Hein, lui n'a personne autour de lui qui lit le persan. Le code qui est écrit en anglais, sans prendre en compte la manière des juges afghans, leur culture juridique au sens technique du terme, hein, leur syntaxe juridique, le langage qu'ils utilisent. On réécrit de zéro un code de procédure pénale qui est probablement l'extrême des absurdités en Afghanistan, puisque dedans, on parle d'une police judiciaire alors qu'il n'y a pas de police judiciaire en Afghanistan, parce qu'il y en a une en Italie. On définit toute une série d'articles qui sont contradictoires avec la Constitution, mais qui ressemblent beaucoup à des articles qu'on retrouve dans le Code de procédure pénale italien. Et on va se retrouver, par exemple, pour vous donner une idée du niveau d'absurdité, avec une insistance sur la rapidité de la procédure pénale, de la chaîne pénale, le fait qu'il faut qu'en moins de 24 heures, un prévenu soit présenté devant un juge. Or, dans un pays comme l'Afghanistan, où vous aviez un problème de route, où toutes les infrastructures ne marchaient pas, proposer 24 heures dans l'ensemble de la chaîne pénale, ça signifie fonctionner hors procédure. Et c'est ce qui va se passer. Tout le monde va fonctionner hors procédure. Ce problème-là va être pire, va aller d'autant plus loin que la justice est le parent pauvre de l'intervention. On va considérer que ça n'est pas important. Hein, le judiciaire reçoit 3% du budget de l'intervention, le déminage reçoit 6%. Et
Pensez bien que je ne suis pas en train de vous expliquer que le déminage, ce n'est pas important, surtout dans un pays comme l'Afghanistan, où vous aviez quantité de mines. Mais la justice est en fait un des secteurs qui reçoit le moins d'argent, qui est considéré comme assez peu important. Il faut attendre véritablement 2003 et un premier rapport cinglant d'une organisation qui s'appelle International Crisis Group, qui critique l'absence de progrès dans le domaine judiciaire pour que les gens commencent un peu à se réveiller. À partir de là, chacun va commencer à faire, comme toujours dans ces moments-là, de son côté. Les Allemands prennent leurs initiatives, les Français les leurs, les Italiens les leurs, les Américains les leurs. Imaginez au milieu de tout ça les juristes afghans qui, par ailleurs, reçoivent des salaires absolument dérisoires à l'époque et qui vont donc payer sur le dos de leur public. Et commence une dynamique qui va être au centre du fonctionnement judiciaire afghan. Je vais un peu vite avec le temps, mais je pourrais bien sûr vous expliquer ça plus en détail si ça vous intéresse dans les questions. Les procès de notoriété publique, c'était très su, les prix étaient connus, étaient en fait des systèmes d'enchères. Quand vous aviez un conflit foncier avec un voisin, il y avait tout un système, le juge ne demandait jamais l'argent. C'est l'avocat qui vous disait quelle somme il fallait mettre et qui essayait de se renseigner sur la somme que l'avocat de l'autre partie avait demandé, parce que le problème, c'est que dans ces systèmes-là, l'autre peut faire surenchère. Et donc, la grande technique des juges, évidemment, mais ça commence dès les gens qui prennent la plainte, c'est de laisser le temps passer, puisque si on laisse le temps passer, vous comprenez bien qu'il faut payer plus. Avoir un système qui fonctionne comme des enchères, ça se traduisait aussi évidemment par le fait que la plupart des cas en première instance allaient en appel, 80%. Puis ensuite, 70% des cas allaient jusqu'à la Cour suprême. Et à chaque fois, il faut payer. Et à chaque fois, il faut attendre. Et en plus, comme me le disait très bien le premier interlocuteur dont je vous parlais, qui me parlait de son bétail, en général, quand on a ce genre de problème, le plus simple, quand on est riche, c'est d'attendre et de payer la police. Et donc, vous avez des gens qui vont… une personne que j'ai suivie dans un cas de conflit autour d'une grosse parcelle foncière, lui c'était quelqu'un d'aisé, de riche, estimait qu'il devait dépenser les 2/3 de la valeur de la parcelle pour pouvoir la garder s'il se débrouillait bien, parce que sinon il devrait dépenser plus cher que la valeur de la parcelle. Évidemment, un mécontentement autour de ces questions. La justice afghane est le premier sujet de mécontentement avec la police, qui elle aussi qui est quelque part partie du même système, est l'une des, de manière récurrente dans les sondages, qui valent ce qui valait en Afghanistan, la première préoccupation des gens quand ils critiquent le gouvernement. Cette chose-là va se retrouver aggravée par la manière dont l'armée américaine va faire l'intervention. On a beaucoup de discours sur l'Afghanistan comme une guerre de contre-insurrection, une guerre pour les cœurs et les esprits. C'était fondamentalement un discours, parce que le gros de la guerre va se jouer sur une stratégie de ce qu'on appelle en anglais des targeted killings, des assassinats ciblés. Le gros de la guerre, il faut se rappeler que la guerre n'est pas faite pour la démocratie ou pour le droit des femmes, elle est faite suite aux attentats du 11 septembre, et elle est faite dans un contexte extrêmement manichéen à cette époque-là. J'étais à New York pour les 20 ans du 11 septembre, le niveau d'émotion suite aux attentats est toujours palpable encore aujourd'hui aux États-Unis. C'est vraiment une tragédie qui reste extrêmement forte dans la société américaine. Et pendant les premiers mois de bombardement, mais encore même 10 ans plus tard, vous aviez sur les bombes ou sur les roquettes ou sur les grenades des choses. Les soldats écrivaient pour New York pour le nom d'une victime du 11 septembre, une vision de la nécessité de se venger, de remettre les choses à leur place, qui va se traduire par une double stratégie, une stratégie de traque, soit par des forces spéciales qui en général profitent de leur supériorité technologique pour arriver de nuit par hélicoptère ou à pied pour éliminer ou capturer des personnes, ou une stratégie de frappe. En général, avec soit un suivi par des militaires qui vont pointer la cible, soit l'usage, par exemple, des interceptions téléphoniques pour savoir où est la personne. Une guerre donc de renseignement, si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une guerre de cœur et d'esprit, ce n'est pas une guerre de conviction, c'était une guerre de savoir qui est taliban et qui n'est pas taliban. Une guerre où les talibans sont d'autant plus visés qu'à l'époque, on disait Al-Qaïda, Taliban, même combat. C'est la même chose. Les talibans sont responsables du 11 septembre au même titre que Al-Qaïda.
Cette recherche de renseignement, elle implique donc que vous avez des gens qui vont vous dire qui est taliban et qui ne l'est pas. Parce que le problème, c'est que très vite, dès octobre, dès que la guerre commence, dès que le gouvernement taliban s'effondre, l'Émirat islamique d'Afghanistan s'effondre très vite sous les coups de boutoir américains, vous avez la plupart des combattants se dispersent, la plupart des cadres c'est que dès octobre, dès que le gouvernement s'effondre, islamique à distance s'effondre sous les coups américains, liés des indicateurs, des informateurs qui allaient aider les troupes américaines à savoir quelles étaient les personnes qu'ils voulaient cibler. Et les Américains vont le faire à travers une vision à nouveau très liée à la caricature du pays dont je vous parlais, ce pays sans État. Vous avez des discours, c'est assez sidérant. Quand j'écrivais ce chapitre-là du livre, j'avais une sidération. Je l'ai toujours su parce que je parlais avec les militaires américains, je lisais leurs textes, mais quand j'ai mis ensemble les paroles des généraux qui dirigeaient l'intervention, de chefs d'unité et forces spéciales, vous aviez de manière récurrente cette idée que l'Afghanistan est un pays de tribus, que l'Afghanistan, c'est le pays des anthropologues. Ce qu'il faut pour bien faire la guerre en Afghanistan, c'est aller chercher un anthropologue et l'embarquer avec vous parce que lui, il vous dira comment ça marche le pays. C'est fascinant parce que les anthropologues, eux, de leur côté, c'est vrai que l'Afghanistan est un grand pays de l'anthropologie, avaient montré depuis plusieurs décennies que l'Afghanistan s'était détribalisé et qui s'était détribalisé tout au long du XXe siècle. Et si quelque chose avait mis un terme à l'organisation tribale des rapports sociaux, c'était la guerre contre les soviétiques. La plupart des gens qui vont ressortir de cette époque comme les élites de village, c'est en fait les anciens commandants, ces anciens chefs de guerre de cette guerre qui vont évidemment vivre une ascension sociale formidable dans le contexte de la guerre. Et donc les gens que les Américains vont considérer être des notables tribaux, des élites tribales, sont en fait très souvent des anciens chefs de guerre locaux, qui eux vont tout de suite voir l'opportunité d'avoir en face d'eux des gens qui ne parlent pas la langue, et qui en plus ne savent rien sur le pays et ne savent pas du tout où ils sont. Ils vont les utiliser pour faire quoi? Ils vont les utiliser pour se venger de leurs anciens rivaux. Et de manière assez systématique, les grands alliés des militaires américains vont en fait faire le ménage autour d'eux, au point d'amener les militaires américains à éliminer le chef de la police d'une province voisine, d'un district voisin de Kandahar, parce qu'il serait taliban. Et de manière assez récurrente, province par province, on a vu ces personnes qui arrivaient à placer l'un des plus notoires, par exemple, Gullar Shirzai à Kandahar, mais il a fait quelque chose de très simple. Il a placé son fils, deux de ses cousins et son frère comme traducteurs de l'armée américaine. Et donc, l'interface entre la société afghane et les forces spéciales, c'était les hommes de Shirzai. Et comme le disait le chef du détachement des forces spéciales dans la région à une journaliste américaine, Shirzai, c'est notre homme, on le suit, et grâce à lui, on trouve qui on doit trouver. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas qui ils doivent trouver, ils trouvent qui Shirzai veut qu'ils trouvent. Et donc, ces manières de penser qu'on serait dans un pays où tout passe par des rapports individuels, par les gens, pas par les institutions, qu'il faut être amis. Parce que, comme le disait un chef d'un détachement des forces spéciales, en Afghanistan, les gens se reconnaissent par la valeur d'homme à homme. On n'est pas comme aux États-Unis où c'est par les fonctions administratives ou institutionnelles. Et donc, il faut parler comme ça aux gens. Même homme qui d'ailleurs raconte comment il s'implique dans un conflit foncier sans savoir rien du conflit foncier et va, par les armes avec son détachement, aider la première personne qu'il a rencontrée des deux à s'accaparer en fait une parcelle, un pâturage revendiqué par deux villages. Vous imaginez bien que ces pratiques-là vont avoir un effet d'exacerbation des conflits d'une part, ça augmente la conflictualité, et en plus de pousser les gens chez les talibans. Le principal motif il y a un journaliste canadien parce qu'une des choses qui a beaucoup manqué dans la recherche sur l'Afghanistan, c'est faire des entretiens avec des combattants talibans de base, et c'était faisable. C'est plutôt un problème idéologique qu'un problème technique. Mais il y a un journaliste canadien qui a fait ça, Graham Smith, qui a fait 42 entretiens avec des talibans. Et c'est fascinant d'écouter ces entretiens d'une heure où en fait, on s'attend à évidemment ce qu'il vous parle comme premier motif, à tout le moins de l'occupation. Alors, ils en parlent. Il y a les dimensions, l'idée qu'ils sont un mouvement en lutte contre une occupation américaine, étrangère, c'est eux le gouvernement légitime. Le motif religieux, un peu, pas tant que ça finalement. On parle des combattants de base. Ce qui revient par contre de manière récurrente, c'est les Américains ont tué mon oncle, ont tué mon cousin. Gullar Shirzai ou leur allié, c'était à Kandahar, donc c'était souvent Gullar Shirzai,
leur allié a tué mon frère. Et l'un des principaux motifs d'entrer dans le mouvement taliban était en fait le fait de vouloir se venger, le fait de vouloir prendre sa revanche. C'est dans ce contexte-là, si vous comprenez ce que je vous dis, que les juges talibans sont apparus comme un recours bien meilleur que le gouvernement. Ils le sont apparus parce que les talibans, pour une série de raisons, ont investi sur le droit et l'institution. Et ça, si on veut comprendre ça, il faut comprendre que les talibans ont, pour des raisons à la fois stratégiques et en raison de qui ils sont, consubstantiellement, fait le choix de pallier les déficiences de l'État en construisant leur propre gouvernement de l'ombre. Je vous disais des raisons stratégiques et des raisons liées à leur constitution. Stratégique parce qu'il y avait un certain pragmatisme. Ce que me disaient des cadres talibans, c'est que quelque part, quand ils ont pris le contrôle des villages entre 2003, 2004, 2005, 2006, les premiers villages qu'ils prennent, et bien très vite, quand ils commencent à contrôler des endroits, comme tous les groupes armés par le passé qui ont pris des endroits, les gens arrivaient en disant « j'ai un problème, il faut que vous le résolviez ». Donc une demande sociale de résolution de conflits. Mais surtout par rapport à qui ils sont. Si on veut comprendre qui sont les talibans, il faut quelque part regarder la sociologie de leurs dirigeants. Et elle est en fait assez homogène. Les talibans, ce sont, comme leur nom l'indique, d'ailleurs, un taliban en persan, ça veut dire étudiant, et c'est le terme utilisé pour étudiants en religion notamment. Ce sont des diplômés d'un ensemble de madrasas, d'écoles religieuses, d'un mouvement particulier qui s'appelle le déobandisme. Alors, le déobandisme, c'est un mouvement de l'islam sunnite né au milieu du 19e siècle, dans le contexte de la colonisation britannique en Inde. C'est un mouvement qui vient d'Inde, de la ville de Déoband, d'où son nom, qui apparaît juste à la suite de la révolte des Sipahs en 1866. Donc en 1867, c'est une réaction du clergé islamique à une des choses qui va être au cœur de la révolte des Sipahs, le fait que les Anglais inventent le droit anglo-musulman, qui est vraiment une invention extraordinaire, qui consiste grosso modo à simplifier le droit islamique de manière suffisante à ce qu'un juge anglais puisse l'appliquer. Et donc, si c'est un juge anglais qui l'applique, ça n'est plus un ouléma, ça n'est plus un juge islamique. Évidemment, ça a provoqué un sentiment d'avoir perdu la main sur ce qui était une de leurs prérogatives de la part du clergé islamique, qui va vivre à ce moment-là une vraie révolution, dont la ville de Déoband est un des lieux clés de cette révolution, qui passe par deux choses: un changement de l'enseignement, en se considérant que les colonisateurs ont quelque chose de bon. Alors, donc, il y a l'idée d'imiter les modalités organisationnelles, une logique de rationalisation, si vous voulez. Mais un deuxième pied, qui est l'idée qu'il faut revenir aux fondamentaux comme fondamentalisme, c'est-à-dire revenir à une lecture littérale du Coran, aux textes les plus centraux, aux interprétations les plus anciennes. C'est un mouvement qui n'est pas salafiste. On entre dans quelque chose d'un petit peu technique, parce qu'en fait, le salafisme revendique la destruction de toutes les jurisprudences. Eux, ils sont un mouvement hanafite qui est la jurisprudence classique en islam, mais néanmoins, on peut être dans une logique jurisprudentielle et avoir une vision plutôt rigoriste ou littéraliste. Vous l'imaginez bien. Et c'est de ces écoles-là qui vont prendre énormément d'importance, qui sont les écoles classiques de formation du clergé afghan, mais qui vont prendre une place prépondérante avec l'invasion soviétique, puisqu'en fait, tous les réfugiés qui vont au Pakistan vont se retrouver non scolarisés, et les seuls qui vont ouvrir leurs portes et prendre cette masse de jeunes enfants ou de jeunes adolescents pour les éduquer, ce sont ces madrasas, ce sont ces écoles religieuses. Enfin, ce ne sont pas des madrasas qui éduquent simplement des petits-enfants, ce sont des instituts d'études supérieures qui forment des gens avec un diplôme en théologie ou en droit islamique. Mais si vous comprenez ça, vous comprenez que les talibans ne sont pas simplement des religieux, ce sont en fait des gens qui se regardent comme des juges. Ce sont des gens qui, quand ils se regardent, ce sont des diplômés en droit islamique, des diplômés en théologie, se considèrent, se regardent, et d'ailleurs ils se décrivaient comme ça auprès de moi dans les entretiens, comme des gens dont le rôle historique, dont le rôle social, c'est de réguler les comportements. C'est de s'assurer que les gens suivent le droit islamique, y obéissent, l'appliquent. Ce sont des juges. Et donc, ils ont fait ce que font des juges. Ils ont fonctionné de manière institutionnelle. C'est un système assez structuré.
les talibans ont une capacité extraordinaire de cohésion en dépit des assassinats récurrents de nombre de leurs commandants, parce que justement, ils ont construit leur hiérarchie à partir de ces écoles religieuses. Dès qu'ils vont commencer à comprendre qu'il y a une opportunité et qu'il y a aussi une demande sociale de droit, à partir de 2005 à peu près, hein, entre 2002 et 2004, les talibans pensent qu'ils ont perdu la guerre. Il faut quelques années avant qu'ils pensent qu'ils peuvent la regagner. En 2002, Mollah Omar fait envoyer une lettre à l'ambassade américaine, c'est un peu tragique comme quand on y pense aujourd'hui, où il demande la possibilité d'une reddition en échange que les cadres du mouvement et les combattants du mouvement ne soient plus inquiétés. Il demande fondamentalement de pouvoir prendre les armes. Et la réponse de l'ambassade américaine est une fin de non-recevoir. En 2003, ils refont la demande, mais cette fois, ils commencent à demander des postes locaux dans le Sud parce qu'ils commencent à considérer qu'en fait, ils ont repris de bonnes positions. Et en 2004, la dernière fois qu'ils proposent une reddition, ils demandent des postes ministériels. À partir de 2005, ils considèrent qu'ils vont gagner la guerre. C'est vous dire à quel point la guerre s'est jouée dans les premières années, non pas les dernières. La défaite de l'Occident, elle s'est jouée entre 2001 et 2005, 2006. En 2008, en réalité, c'est probablement réglé. Ça ne se voyait pas encore. En 2010, c'est évident. Ils vont mettre en place un système de juges qui compte, à l'époque où moi je commence en 2010, 800 juges, autant que les juges du régime, avec un système de rotation des juges. Moi, je fais des entretiens avec des juges qui ont été de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Le plus ancien des juges a fait 9 rotations. La plupart en ont fait 4 ou 5. Et ils ont une explication très claire sur pourquoi ils doivent faire des rotations. Ils ont une conscience de l'utilité de ce système pour éviter d'être liés justement aux gens qui sont d'être liés aux justiciables, de ne pas être influençables car ils ne les connaissent pas. Et donc, tous les 1 an et demi, 2 ans, ils sont censés tourner. Un système, une insertion dans un système hiérarchique. Ils reprennent en fait ce que faisait déjà le système judiciaire taliban dans les années 90, l'architecture jurisprudentielle pré-78, qui est en fait inspirée du Code civil français, hein, donc des cours de première instance, qui s'appellent comme tels, des cours d'appel, une cour de cassation, qui était censé être en Afghanistan et qui en fait était en réalité réfugié au Pakistan, évidemment pour éviter les frappes américaines. Un système d'inspecteurs clandestins, j'en ai rencontré un, son rôle était de manière inopinée de passer de village en village pour demander qu'est-ce qui se passait avec le juge. Hein, et si les cas de juges du gouvernement corrompus étaient très répandus, les cas de juges talibans, quand on parlait avec des gens qui vivaient dans les villages, étaient assez rares. J'en ai trouvé 2. Et ce qui était caractéristique, c'est que les 2 personnes, les 2 juges talibans dont j'ai entendu parler qui demandaient de l'argent, ont tous les 2 été punis. Je n'ai jamais réussi à savoir quel était le niveau de la punition, mais ils ont tous les 2 été convoqués à Quetta et ne sont jamais revenus, en tout cas en Afghanistan, dans le système judiciaire. Donc un système relativement sévère, un système qui en fait était assez procédural, un système qui passait par le papier, avec presque un fétichisme, au contraire de la bureaucratie. Des en-têtes avec écrit Émirat islamique d'Afghanistan, le nom de l'ancien État, qui visait ici à substantialiser la revendication qu'ils sont toujours l'État, qu'ils sont cet État en exil, injustement, illégalement, qui a illégalement été retiré du pouvoir par une invasion étrangère. Et donc, il le substantive dans les signatures, dans les sceaux. On retrouve tous les éléments d'un fétichisme administratif et bureaucratique. Un usage évidemment de l'écrit, un rejet de tout fonctionnement par la coutume ou par les usages. Très explicite. Hein, je pose la question à 27 juges, j'en ai un seul qui me dit qu'il la prend en compte. Tous les autres sont très clairs et citent les instructions de Mollah Omar sur la question. Et l'un des endroits qui m'avait le plus étonné dans ma recherche, une coercition qui est revendiquée. Hein, parce que les peines du système taliban sont extrêmement sévères, elles sont tout simplement une application littérale du Coran. Donc, le vol peut emmener l'amputation. La lapidation est une mesure rare, mais elle est véritablement appliquée. Elle est très rare, pour plein de raisons que je peux vous expliquer si vous voulez dans les questions, parce que ça implique, si vous voulez, pour vous le dire quand même en un mot, mais je détaillerai, si vous voulez, les textes impliquent des témoins directs de l'acte. Alors, vous pouvez interpréter le passage de manière très différente. Il est censé ne pas passer un poil entre 2 corps. Vous pouvez interpréter ça comme une vision métaphorique, mais la plupart du temps, c'est interprété de manière assez littérale. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont vu l'acte? Et en réalité, assez souvent, non.
Mais ce qui se passe, et la raison pour laquelle les lapidations sont rares, c'est surtout parce qu'en général, les punitions sont faites en dehors du droit. Quand j'ai discuté avec des médecins afghans dans un hôpital de Kaboul, ils me parlaient d'un des problèmes récurrents qu'ils appelaient avec cet euphémisme des accidents dans les fours à pain, qui est une expression terrible pour parler en fait de jeunes filles ou de jeunes hommes, mais souvent de jeunes filles, qui étaient brûlées par leur propre famille suite à un adultère, une suspicion d'adultère. Donc des lapidations qui sont très rares mais qui existent. Et une coercition que moi je pensais arriver ici dans un terrain où j'allais les gêner, les juges. Et pas du tout. J'ai des juges qui revendiquent cette coercition, qui au contraire disent c'est central, il faut être très violent. Et ils le disent à partir d'une double logique. La première, c'est que c'est selon eux le seul moyen de résoudre les conflits. Le deuxième, c'est qu'ils ont tout un discours quasi moral qui correspond assez à leur vision de la guerre. Mollah Omar faisait 2 discours par an. J'ai été frappé à un moment de la correspondance entre ce que j'avais dans les entretiens avec les juges et ce que Mollah Omar disait dans ses discours. Si vous voulez, il n'avait pas cette explication un peu classique qu'on a sur l'Afghanistan d'une question géopolitique. Le grand jeu, les soviétiques contre les États-Unis, le Pakistan contre l'Inde, l'Occident, l'Iran, enfin, vous voyez toute cette logique régionale géopolitique. Ils n'avaient pas non plus, évidemment, une vision sociologique qui serait, moi, ce que je vous dirais être le fond de ce qu'a été la guerre en Afghanistan pendant les 43 dernières années, c'est-à-dire un affrontement entre les diplômés de l'université de Kaboul et les diplômés des écoles religieuses. Parce que quelque part, on peut lire toute la guerre d'Afghanistan à travers cette concurrence entre 2 élites. Ils avaient une vision fondamentalement moraliste et individualiste de la guerre. La guerre en Afghanistan, si elle a duré aussi longtemps, c'est que les gens ont été corrompus, qu'ils se comportent mal, qu'ils sont déviants. Dans cette idée de qui vole un œuf vole un bœuf, vous voyez, on a laissé les gens mal se comporter dans leur vie quotidienne et ils ont fini dans l'incroyance, la collaboration avec l'étranger, le factionnisme et la guerre civile. Et donc, vous comprenez bien que la réponse pour mettre fin à la guerre, c'est de remettre les gens dans le droit chemin. C'est ce qui revient de manière récurrente chez Mollah Omar ou chez les juges. Il est très important de remettre les gens dans le droit chemin. Il est très important que les gens se comportent bien à nouveau si on veut à un moment pacifier la société afghane. C'est un problème d'individus qui dérapent. Il faut donc être très sévère. Et donc, être sévère, c'est ici faire la paix. C'est ça le discours qu'ont les juges, c'est ça le discours que Mollah Omar va développer dans ses discours biannuels, ces discours de politique générale, si vous voulez. C'est cette nécessité d'un retour à l'ordre moral. Et ce discours, il va trouver un impact à 2 niveaux. Il va en trouver un dans les conflits civils. Parce qu'effectivement, la sévérité des talibans dans l'application des peines, elle va beaucoup plaire dans les conflits fonciers et de manière complètement systématique, chez les gagnants comme chez les perdants. Comme me disait quelqu'un qui avait perdu son litige devant un tribunal taliban autour d'une parcelle forestière, il me disait je peux enfin sortir de chez moi sans ma Kalachnikov. C'était un conflit qui durait depuis très longtemps et je peux enfin sortir en sécurité. Et c'est ce que d'ailleurs les gens aussi disaient beaucoup dans les discours. Les talibans, même des gens anti-talibans disaient de manière assez récurrente cette idée là, sous les talibans, il n'y avait rien, l'économie était un désastre, ils étaient insupportables, disaient certaines personnes, mais on pouvait se déplacer dans les rues. Mais on pouvait passer les routes et il y avait de la sécurité, qui est évidemment un discours qui est en partie vrai, mais qui est aussi comment dire, les gens exagèrent, les gens, comme dans tous ces discours nostalgiques, on embellit le passé. Mais qui dit quelque chose de ce que les talibans ont réussi à produire comme image, c'est-à-dire ceux qui amènent la sécurité, ceux qui sont capables, par leur sévérité, par leur caractère intraitable, de résoudre des conflits inextricables. Et la deuxième raison, qui va m'amener vers cette logique de pénétration de la société par le droit, c'est le fait que, typiquement, pour ce qui est des questions de lapidation ou d'ordre moral, qui amènent souvent à considérer que le problème, dans chacun de ces cas-là, dans une société extrêmement patriarcale, c'est le comportement des femmes, trouve un écho très favorable chez les hommes. Et la guerre d'Afghanistan, une féministe afghane disait très bien après la victoire, l'arrivée au pouvoir des talibans, les féministes afghanes ont eu 3 ennemis: les talibans, le gouvernement afghan et l'armée américaine. Les féministes afghanes avaient très peu d'alliés, dans le cas d'une lapidation très bien reconstituée par une anthropologue norvégienne dans le nord du pays en 2010. Les commentaires du gouvernement afghan
parce que les talibans font cette lapidation. Vous avez un porte-parole du mouvement localement qui fait un discours sur exactement ce que je vous disais, la nécessité d'une remise en ordre, d'une moralité si on veut que la société retrouve la paix. La réponse du porte-parole du gouvernement, c'est que cette lapidation est une preuve du fait que les talibans sont un mouvement monstrueux car les pierres sont trop grosses. Il y a une image assez faussée de ce qu'était la situation, parce qu'on avait cette image d'un choix entre des gens qui seraient brutalement patriarcaux et d'autres qui ne le seraient pas. En réalité, quand les négociations ont commencé autour de 2015-16, ce sur quoi tout le monde était d'accord, c'était de mettre fin aux questions de genre à leur place et de ramener les femmes, quelque part, à la place qu'on voulait bien de leur donner. Et c'est pour ça, bien sûr, que les femmes étaient assez peu conviées aux réunions. Les représentantes féministes sont très, très vite vues marginalisées dans tous les moments de processus de paix. Alors, et c'est là-dessus que je vais conclure, en vous laissant poser les questions que vous voudrez sur la situation actuelle, que je peux évidemment commenter. Le droit, ici, il a permis une pénétration de la société à 4 niveaux. Le premier, c'est qu'en tranchant les conflits fonciers, et parfois même en luttant contre l'accaparement vous utilisiez le mot d'oligarque, ça m'a fait sourire, mais de ces gens autour, parce que c'est un modèle relativement similaire, effectivement, de ces potentats afghans qui en faisaient de l'accaparement foncier. En faisant ça, les talibans se sont effectivement positionnés comme ceux qui disent la propriété, comme ceux qui incarnent l'autorité. En résolvant des conflits de manière relativement équitable, indépendamment de l'identité ethnique des personnes qui venaient les voir, les talibans, qui sont un mouvement très majoritairement pachtoun, qui sont un mouvement qui favorise de très très loin les pachtuns par rapport aux autres ethnies du pays, sont parvenus à substantiver ce qui a été toujours leur discours depuis leur formation dans les années 90, le fait qu'ils ne sont pas du tout un mouvement pachtoun. Eux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, nous sommes un mouvement islamiste, nous voulons appliquer le droit islamique, nous ne sommes pas un mouvement de pachtoun, et la preuve, nous avons autour de nous plein de non-pachtoun. Ce qui est vrai, sauf que dans une société où les pachtuns sont 40%, vous preniez la Shura de leadership, qui était donc l'organe de commandement des talibans, il y avait 75% de pachtuns. Et le gouvernement actuel en a plus de 90%. Et le droit va jouer un rôle, les tribunaux vont jouer un rôle essentiel ici. Ils vont permettre de substantiver l'idée que ce mouvement qui favorise les pachtuns est un mouvement qui est national. Alors même qu'en pratique, ils reprennent ce qui est le discours sempiternel de l'État afghan. À cet égard-là, ils sont plutôt en continuité avec ce qui se passait avant la guerre. L'idée que tous les Afghans sont égaux, mais certains Afghans sont plus Afghans que d'autres. Hein, l'étymologie en plus d'Afghan étant… Afghan signifiait à l'époque Pashtun, hein, au XVIIe, XVIIIe siècle. Troisième élément essentiel, la diffusion d'une idéologie conservatrice, hein, notamment sur toutes ces questions de mœurs, qui trouvait évidemment un écho dans toute une partie des zones rurales, mais aussi périurbaines. Hein. On a beaucoup exagéré cette classe moyenne dépendante de l'intervention occidentale qui, aujourd'hui, n'a plus d'avenir en Afghanistan et qui n'en a plus que chez nous, et dont, là, mesure sur laquelle on a été en dessous de tout, puisqu'on a accueilli 100 000 Afghans en août 2021. Pour vous donner une échelle de comparaison, à la fin de la guerre du Vietnam, les États-Unis seuls accueillent 500 000 Vietnamiens. Hein. Donc, on a vraiment été en dessous de tout ce qui était pensable en termes d'accueil des gens. Accueil des gens dont on avait construit un système et une vie qui dépendaient des erreurs qu'on a faites et sur lesquelles donc, on a une responsabilité extrêmement importante du sort qu'ils vivent aujourd'hui en Afghanistan. Mais dans les zones périurbaines, cette vision très conservatrice, très moraliste de la société, elle trouvait aussi un écho. Elle trouvait un écho d'autant plus que les talibans arrivaient toujours en étant en train de résoudre des problèmes, en train de prendre des décisions judiciaires. Ils ne sont pas en train de dire « la société devrait être organisée comme ça ». Ils ne sont pas en train de dire « les femmes devraient faire ceci ». Ils sont en train de résoudre un conflit, une plainte, et cette présentation donne au contraire une possibilité de faire passer comme technique, comme neutre, ce qui sont effectivement des décisions, bien sûr, conservatrices et idéologiques. Quatrième et dernier élément, et c'est là-dessus que je conclurai, les tribunaux ont été une machine à légitimer la revendication centrale des talibans, qui est le fait que c'est au clergé de gouverner le pays, que c'est aux religieux de gouverner le pays. Hein, parce qu'en parvenant à faire reconnaître les juges islamiques comme les meilleurs juges, comme les juges, en parvenant à faire reconnaître les tribunaux talibans comme l'autorité, ils sont parvenus à substantiver l'idée qui est au cœur de leur discours, que personne d'autre que le clergé ne peut ramener la paix en Afghanistan. En faisant
cet acte politique de résoudre des conflits, de donner satisfaction dans le domaine des conflits civils, ils se sont mis en position d'être les seuls. Et c'est là où, quelque part, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce dont parle Gilles de Rousseau. C'est pas les talibans sont des gens bien et donc ils arrivent à résoudre les conflits. C'est que dans le contexte, la configuration qui s'est passée dans les 2 dernières décennies en Afghanistan, les talibans se sont effectivement mis en monopole de l'autorité de ceux qui résolvent les problèmes, tandis que leurs opposants ont malheureusement fait ce que nous soutenions, voire nous-mêmes, dans la manière dont on intervenait, nous sommes mis en position de représenter aux yeux de nombreux Afghans, et à cet égard-là, on a toujours choisi les témoignages qu'on prenait en août 21, le désordre, ce qui exacerbe les conflits. Il a fallu attendre un des meilleurs journalistes américains, Anand Gopal, dans un moment de consensus total en Occident sur l'effroi des femmes à l'arrivée des talibans, entendre une autre parole de femmes, qui étaient les femmes des zones rurales, qui n'avaient pas du tout le même discours que les militantes féministes ou les femmes éduquées de Herat, de Kaboul, et de Mazar, qui étaient extrêmement effrayées pour des raisons tout à fait légitimes, on a vu ce qui s'est passé, de l'arrivée des talibans, mais parler à des femmes des petits villages reculés du sud du pays, où dans un article du New Yorker, qui s'appelait d'ailleurs volontairement « Les autres femmes afghanes », disait « On est content qu'il n'y ait plus les troupes américaines, que les bombardements soient finis, que la guerre s'arrête. » Vous voyez ici comment les talibans sont parvenus à incarner le fait qu'il n'y avait pas d'autre alternative à leur pouvoir, en même temps qu'ils le réalisaient de manière militaire, en même temps qu'ils l'imposent de manière politique. Ils ont fait reconnaître le fait que le clergé sont les seuls à gouverner, et ils en ont fait ensuite une pratique de gouvernement. Ils administrent aujourd'hui le pays en mettant à la tête de toutes les administrations, à la tête de tous les espaces de pouvoir, des membres du clergé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, vous retrouverez toutes les informations très amplifiées dans l'ouvrage. Voilà, nous arrivons à la phase débat. Et donc, bon, je passe sur le micro. À qui le demande? Allez, c'est parti. Ah, d'accord. Simplement, la question que je me pose est d'une naïveté totale. Pourquoi les Américains voulaient-ils rester en Afghanistan? Ils ont dépensé énormément d'argent. Était-ce pour être efficaces contre les terroristes islamiques? Ils savaient parfaitement que non. Ou alors pour présenter au monde, et en particulier au peuple américain, l'image d'une réaction gouvernementale qui était une réaction visible. Votre question, qui est tout sauf naïve, évidemment, pose un problème essentiel. Et les Américains n'ont pas le monopole de ça, parce qu'on pourrait poser la même question au gouvernement français au Mali. Elle revient à un problème très simple. Très souvent, les gouvernements savent pourquoi ils entrent, ils ne savent pas comment sortir. Si vous voulez, la question, par exemple, des droits des femmes arrive 3 jours après la déclaration de guerre. C'est Laura Bush, donc la première dame, qui va parler de cette figure de la femme en burqa qu'il faut libérer. Mais ça arrive après. L'intervention, elle est faite suite au 11 septembre pour retrouver les responsables du 11 septembre. Et d'ailleurs, si vous vous arrêtez à ces critères-là, l'élimination de Ben Laden a permis, et c'était d'ailleurs le but de sa traque, de représenter l'intervention afghane comme un succès. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez commencé et que vous mettez les doigts dans un engrenage comme ça, vous mettez les doigts dans une situation politique extrêmement compliquée, dont soit vous partez tout de suite, soit vous restez 50 ans. Le problème, c'est qu'il n'y a rien entre les deux. Vous voyez, le Mali, c'est pareil. Entrer en 2012 au Mali, ça veut dire rester 50 ans, pas 10, pas 20. Sinon, soit vous participez à construire quelque chose, et vous êtes dans une logique semi-coloniale, parce qu'en fait, vous prenez la main sur les pratiques gouvernementales en pratique. Soit vous acceptez que vous êtes là pour quelque chose de très précis, très limité, et vous n'avez pas la main sur l'avenir qui va se jouer dans le pays.
En fait, quand on regarde, alors là, je vous conseillerais de lire le livre de mon collègue Gilles Rousseau parce que c'est exactement le sujet de son livre. Le titre premier qu'il voulait mettre était le probable réalisé, justement parce que quand on observe les décisions de l'administration américaine, fondamentalement, il n'y a pas de stratégie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est d'ailleurs très compliqué d'expliquer ça aux Afghans avec qui je passais du temps. Il y avait toute une série de rumeurs de manière assez récurrente qui sont en fait très intéressantes. Il faut prendre au sérieux. Je déteste le discours actuel sur les fake news parce que ça donnerait l'idée que les gens sont des idiots qui disent n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut prendre très au sérieux toutes les paroles que disent les gens. Et en Afghanistan, l'une des rumeurs récurrentes, c'était que il y en avait deux qui me revenaient souvent. C'était d'une part que les militaires américains distribuaient une peinture invisible qui faisait que les gens se retrouvaient, n'importe qui dans la rue pouvait, en vous touchant, vous mettre un peu de peinture et vous vous retrouviez ensuite à vous faire tuer par un drone ou par une frappe aérienne. C'était évidemment faux, mais ça révélait quelque chose, c'est que les gens avaient du mal à comprendre nombre de frappes américaines. Et ils avaient raison d'ailleurs, parce que nombre de frappes américaines venaient d'une technique particulière qu'on appelle les signature strikes, qui sont en fait, grosso modo, de l'analyse de réseau à partir d'interceptions téléphoniques, et qui font par exemple que dans une province du nord-est du pays, deux personnes qui s'appellent, enfin les militaires américains vont éliminer et confondre un Ahmed Mohamed, qui est le vice-gouverneur des talibans dans la province, avec le chef du conseil provincial du gouvernement. Ils ont le même prénom, et en l'occurrence, ils parlent tous à des talibans parce qu'en fait, tout le monde se cause. On est dans une société comme toutes les sociétés, on se cause. Le fait de s'appeler ne signifie pas être du même camp. Et l'autre rumeur, et c'est celle-là qui est la plus importante, c'était le fait que les Américains transportaient les talibans par hélicoptère. Et celle-là, ça m'a pris très longtemps de comprendre pourquoi les gens disaient ça. Parce qu'évidemment, les gens avaient raison de dire ça. Mais ils avaient raison de quoi? Ils avaient raison dans le sens. Évidemment, les militaires américains ne transportaient pas les talibans par hélicoptère. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils disaient, c'est leur incapacité à comprendre que la première armée du monde peut se laisser déborder par les talibans au point que les talibans arrivent même dans les zones non pashtunes du Nord à s'implanter sous la barbe des militaires américains qui, dans chaque province, avaient un ballon, un dirigeable, rempli de capteurs extrêmement précis. Bon, dans ce contexte-là, jamais les militants talibans ne pourraient s'implanter sans les militaires américains. Et donc, nécessairement, les militaires américains veulent que les talibans s'implantent pour une raison étrange. Alors, il faut deviner, pour pouvoir justifier leur base. Ce que les Afghans refusent d'accepter, ce qui est aussi quelque chose qu'on refuse d'accepter dans ces moments-là, c'est en fait que les militaires américains ne comprenaient pas ce qui se passait en Afghanistan, étaient ignorants de la situation, que surtout le leadership américain n'avait pas de vraie stratégie. Obama, quand il accepte d'augmenter le nombre de troupes en 2009, il répond à une pression washingtonienne. Il a une très forte pression sur le Congrès par les généraux. C'est un jeu à l'intérieur des institutions. Les militaires américains le commandement américain est dans une situation d'inquiétude très forte puisque la guerre se passe mal. En réalité, ceux qui dirigeaient la guerre voyaient bien que ça se passait mal. Et donc, ils essayaient de sauver les meubles. Ils essaient de sauver les meubles en bons militaires, en augmentant les ressources. Ce qu'ils ont fait au Vietnam, d'ailleurs. Enfin, c'est très classiquement une réaction de puissance. On se dit, c'est ce que font les Russes. On augmente les ressources. Vous voyez, et ça va finir par casser en face. Ben non, ça ne casse pas en face. Et donc, la raison pour laquelle les Américains sont restés aussi longtemps dans une situation de désastre, c'est que ça leur a pris 20 ans de reconnaître ce désastre. En réalité, la dernière voie de sortie en Afghanistan en 2009-2010, c'est la négociation avec les talibans. Et on retrouve ce qui s'est passé au Mali aussi, parce qu'au Mali, en 2013-2014, si on avait négocié avec les islamistes, on n'en serait pas là. Le problème, quand vous gagnez une guerre, c'est que c'est le moment de négocier. Quand vous ne gagnez pas une guerre, ce n'est pas le moment de négocier. Il ne faut pas négocier en Ukraine, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de possibilité de négocier. C'est une guerre, ça se jouera sur un champ de bataille. Mais le jour où vous avez gagné, c'est le moment de négocier, c'est le moment d'être magnanime. Vous avez gagné. C'est ça que les Américains n'ont pas su faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su accepter la reddition talibane. Si les militaires américains avaient accepté la reddition talibane, nous aurions un monde aujourd'hui où l'Afghanistan serait peut-être un pays très corrompu, mais en tout cas, ce serait un pays qui ne serait pas gouverné par les talibans. À distance, donc on va lui passer la parole. Il faut activer son micro. Nouria, est-ce que Nouria
peut Oh, activer ça. oui, bonjour. Oui, Voilà. vous m'entendez? Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Donc, en fait, c'est le prénom de mon épouse parce que j'utilisais son iPhone. Le mien, il ne marchait pas. Donc, je me trouve actuellement en vacances en Inde. Donc, je suis un Afghan, en fait, d'origine afghane, Jawed Amir. Donc, issu de famille royale, diplômé de lycée français de Kaboul. Et puis, arrivé en France en 86, puis diplômé de l'université Paul Sabatier et fondateur de plusieurs associations culturelles en France, à Toulouse, l'association Pamir, à Paris et puis à Strasbourg, aussi fondateur de plusieurs deux associations culturelles des Afghans. Donc, avant tout, donc, je remercie en fait tous les membres de votre association que je ne connaissais pas, et puis aussi tous les gens qui sont présents en fait en online ou dans la salle, et particulièrement en fait un monsieur Adam qui a fait une discours très remarquable et très juste, parce que moi je suis en fait les événements en fait d'Afghanistan depuis la fin de roi Zahir Shah jusqu'à aujourd'hui. Donc j'aimerais quand même aussi en fait rajouter en fait tout ce qui a été dit par le monsieur Adam, c'était juste, mais en complément des informations aussi, j'aimerais bien rajouter quand même pas mal d'autres informations que je juge importantes et utiles. En fait, moi, je parle très franco. Hein. C'est pas, en fait, je joue pas de la politique. Hein. Je pense que ça fait plus de 36 ans que je suis en France. Hein. Je suis naturalisé français et je suis très actif, en fait, au niveau de tous les événements culturels et puis des Afghans en France. Donc, en fait, avant tout, vous savez qu'en fait, par le base, hein, c'est que les Afghans, en fait, ils sont très accueillants comme peuple, hein, qu'ils ont tout le temps refusé depuis des siècles l'ingérence de tous les forces étrangères. Hein. Donc, ils ont démontré à plusieurs reprises hein, donc, leur victoire par rapport à l'injustice qu'ils ont subie au niveau de l'invasion, en fait, depuis Alexandre le Grand, Genghis Khan, les Anglais, les Soviétiques, et puis je parle plutôt les Américains, mais sous le nom de NATO, hein, ou OTAN. Hein. Donc, en fait, j'étais aussi un des rares hein, à participer à des événements, en fait, à une manifestation à Strasbourg contre l'intervention des armées françaises à l'époque de M. Sarkozy à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez poser votre question? C'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous pouvez, disons, recentrer sur le sujet? Est-ce que vous avez une question précise? Écoutez, en fait, la question précise, en fait, simplement, en fait, vous avez parlé aussi de M. Sherzai, hein, Gullara Sherzai, hein. Parce qu'en fait, il est notre voisin à Kaboul. Nous, on a laissé tous nos biens à Kaboul. Là, il était, vous savez bien qu'en fait, il était un seigneur de guerre à Kaboul, à Kandahar, et puis le maire à Jalalabad, et puis après le ministre de la frontière et territoire à l'époque de Ashraf Ghani, le gouvernement précédent à Kaboul. Donc, actuellement, en fait il y a plus de 4 ans, il a confisqué nos biens par force. Et là, récemment, en fait, c'est très intéressant ce que je vais vous dire. Hein, c'est que moi, je ne connais aucun taliban. Et puis, en fait, par l'intermédiaire d'un ami, donc, on a fait une intervention au niveau des tribunaux actuels à Kaboul pour justement récupérer nos biens qui est confisqué par le Gullara Sherzai. Donc, le tribunal, quand même, en fait, il pouvait, en fait, quand même faire du mal à hein, messieurs Sherzai parce qu'au niveau de leurs droits, ils sont très stricts. Hein, mais quand même, ils nous ont fait savoir qu'il faut que notre présence soit être indispensable à Kaboul avec des papiers de nos biens avant qu'en fait, il ordonne en fait une punition à M. Sherzai. Hein. Donc, vous savez bien qu'il était un des interlocuteurs directs entre les Américains et les talibans. Donc, ce qu'en fait, donc voilà, je voulais rajouter ça. Et puis, je pense que vous avez aussi parlé quand même, j'aimerais bien quand même préciser ce point-là, hein, c'est qu'à l'époque, en fait, de 2001, quand ils ont choisi M. Karzai de l'amener en fait au pouvoir à Kaboul,
normalement, en fait, la réunion, en fait, ça a été lieu en Allemagne, à Bonn. Et c'est là qu'ils ont imposé la candidature de M. Karzai en tant que le président en Afghanistan, alors que c'était un autre monsieur, un ex-ministre de la Justice de l'époque de roi, M. Sirat, Sattar Sirat, qui a été élu majoritairement par les Afghans, mais il a été complètement écarté. Il était présent à cette réunion, hein, écarté par les Américains. Et puis les Américains, en fait, ce qu'ils ont fait pendant ces 20 ans, ils ont en fait mis en place toutes les seigneurs de guerre. Ils ont transformé l'Afghanistan parmi les premiers pays de corrompus du monde. Et puis, ils ont tout saccagé. Hein. C'est que, Donc, malheureusement, donc, ouais. si je comprends bien, vous confirmez ce que dit M. Paxco, là, c'est bien ça, Ouais. à travers vos témoignages, quoi, hein, c'est ce que je. Ouais, je témoigne, ouais. Voilà. Je témoigne, ouais, c'est-à-dire que ouais, c'est ce qu'il a dit, en fait, c'est vraiment la réalité. Hein. Et puis, malheureusement, en fait, moi, ce que je demande aux autorités françaises, hein, c'est qu'il vaut mieux, en fait, quand même arrêter, en fait, de jouer avec ça, parce que ça dure depuis pas mal d'années. C'est maintenant, en fait, au nom de le fils de Massoud, qui est Ahmad, c'est un gamin pour moi, qui ont fait récemment, en fait, une réunion, en fait, cette semaine en Autriche, en tant qu'RFN, c'est-à-dire que le nouveau résistant populaire afghan, hein. Alors que c'est vraiment, ils n'ont plus aucun. Je vais devoir vous interrompre parce que là, vous rentrez dans des détails. J'avoue qu'on ne suit plus ici. Et j'ai des questions dans la salle. Là. J'ai des questions dans la salle. Donc, très bien. Je vais donner. Voilà. Donc, je remercie tout le monde, surtout M. Adam, qui a dit vraiment la vérité, qui était très clair par rapport à la situation. Parfait. Merci à vous pour ces compléments. Merci. Une question très simple. Donc là, vous aviez parlé, j'imagine, du passé avec la concurrence de la justice américaine, gouvernementale et les talibans. Maintenant, il n'y a plus que les talibans. Il n'y a plus de tribunaux gouvernementaux. C'est fini, ça? Oui. Ouais. Absolument, oui. D'accord. Et quelque part, comme tout universitaire, j'ai dépassé mon temps, donc j'ai viré ma conclusion à la dernière seconde. Mais une des choses importantes à comprendre, c'est qu'être une insurrection qui se bat dans une guerre civile contre le gouvernement en place, être le gouvernement, ça change tout. C'est-à-dire que je vous disais, les gens jugeaient de manière relative les tribunaux talibans. Ils disaient que les talibans sont plus accessibles, contrairement aux juges du régime. C'est plus compréhensible leur manière de faire du droit. On connaît, on voit que c'est juste, alors que ceux du gouvernement, on ne comprend pas. Ils disaient, c'est moins cher. Ça ne coûte pas ce que coûtent les tribunaux de gouvernement. D'ailleurs, il les critiquait. Il disait aussi que c'est plus juste, c'est plus impartial. Mais il disait aussi, c'est moins pérenne. Si jamais les talibans perdent le pouvoir, qu'est-ce qui va rester de la décision? Ils avaient le sentiment qu'il y avait un manque d'officialité, hein, de ces cours-là, parce qu'ils avaient très peur d'un retournement de situation. Maintenant qu'ils sont l'État, ce n'est plus une question relative. Les gens jugent les institutions des talibans, non pas en se disant « Ah, les talibans sont isolés, ils n'ont pas les ressources pour pouvoir donner des services publics. » Ils demandent des services publics et les talibans ne les donnent pas. Les talibans n'ont pas les moyens en partie de les donner. Les talibans sont excellents pour faire du droit, peut-être de la sécurité, mais pour ce qui est de l'organisation d'un système de gestion des déchets, de la gestion des infrastructures, à l'inverse, ils n'ont pas les personnels. La plupart des gens qui ont été formés, qui sont les gens les plus formés, sont en fait partis. Hein, donc, ils se retrouvent avec un pays qui est exsangue sur le plan financier. Vous parliez de 50% de malnutrition. C'est la plus grosse famine que l'Afghanistan ait connue. Hein. Et donc, les talibans se retrouvent maintenant dans une situation où toute une part de la société afghane, pour des raisons évidentes, leur reproche leur incapacité à résoudre les problèmes. On ne les regarde plus comme relativement à. On les regarde comme ceux qui devraient s'assurer qu'on peut avoir du pain, qu'on peut avoir de l'eau, que quand il y a une inondation, il y a des services de secours. Et les talibans n'arrivent pas à organiser ces choses-là. Il faut comprendre que vous disiez 40% du PIB dépendait de l'Occident, mais en fait, 75% du budget de l'État. Parce que 75% du budget de l'État est dans les mains de l'Occident. Ce n'est pas un hasard. Vous avez peut-être entendu parler des fonds de la Banque centrale afghane qui ont été confisqués, qui aujourd'hui… Bon, les fonds de la Banque centrale afghane étaient dans la Banque centrale américaine. Hein, on est dans un système qui était complètement dépendant
des financements occidentaux. En plus, quand je dis 75%, c'est donc pas 75% des services publics qui étaient faits, puisqu'en fait, il faut rajouter à ça toutes les ONG. Le gros de l'éducation, de la santé, c'était les ONG. Et donc, à partir du moment où on a décidé qu'on n'allait plus du tout parler avec les talibans, qu'on n'allait plus laisser les ONG, qu'on allait considérer que les ONG qui travaillent en Afghanistan sont potentiellement complices de terrorisme. Hein, puisque il faut bien comprendre que quand on parle de complicité de terrorisme, on parle de droit. Une ONG qui déciderait de faire de la gynécologie en Afghanistan, par exemple, risquerait, si elle doit naviguer, en tout cas dans un espace où elle risque la complicité avec des gens suspectés de terrorisme. Et donc, ce que vous avez vu d'un seul coup, c'est la disparition de tout ce qui faisait les progrès éducatifs, économiques et de santé en Afghanistan, qui étaient complètement dépendants, hein, parce qu'on a construit une bulle, 20 ans de présence occidentale, la seule véritable usine, la seule grande usine, alors il y avait une petite usine de camions à remorque, mais la vraie grosse usine, c'est une usine d'embouteillage Coca-Cola, donc 0 appareil industriel, une agriculture qui s'est retrouvée à ne pas progresser. Quand vous avez des centaines de milliards d'argent public qui ont été dépensés dans les pays occidentaux et qui n'aboutissent à rien en Afghanistan, d'une part parce que 75% de cet argent n'est jamais arrivé en Afghanistan, hein. Je vous le fais en 2 secondes, mais il faut bien comprendre qu'on retrouve ici une logique que vous connaissez tous, c'est-à-dire grosso modo une entreprise américaine qui doit avoir la certification de Washington pour recevoir l'argent, qui sous-traite à une entreprise qui a des réseaux au Moyen-Orient, qui sous-traite à une entreprise à Kaboul, qui n'a pas accès à la campagne, donc qui sous-traite à la campagne. Bon, en fait, le fonds, qui est effectivement le budget pratique, n'est qu'une part congrue de la question, mais par congrue qui était devenu ce par quoi le pays survivait. Hein. Donc, quand on a décidé d'isoler les talibans, ce qu'on a en fait décidé, il faut le dire un peu franchement, c'est de punir la population afghane pour notre défaite. Alors justement, après ce tableau dramatique, et quel futur, enfin peut-être 2 questions, quelle opposition, disons, plausible et quel futur, j'allais dire, sans penser à long terme, mais à court terme, parce qu'en effet, la famine, les femmes, les filles qui ne vont plus à l'école, enfin, l'horreur. Quelque part, et ça va vraiment dans la continuité de ce que je disais, les talibans n'ont jamais été un mouvement immensément populaire en Afghanistan. Hein. Si les talibans n'ont jamais organisé d'élections, c'est en partie pour des questions d'interprétation religieuse, c'est aussi beaucoup parce que s'ils organisaient des élections, ils les perdraient. Y compris après tout ce que je vous ai dit. S'ils avaient fait des élections en 2021, ils les auraient probablement perdues. Hein, on n'en a aucune idée, on n'a jamais pu faire de sondage sur la question qui sont un peu crédibles, mais au doigt mouillé, peut-être 15%, 20, 25%, enfin une part importante, il ne faut pas la sous-estimer, de gens qui pensent que les talibans seraient les meilleurs pour gouverner, mais toute une part du pays qui… C'est pour ça que je vous parlais de cette importance des jugements relatifs, hein, qui préféraient les talibans au gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'ils voulaient les talibans. C'est vraiment pas la même chose. Mais donc, ce que ça vous dit, si je passe par là pour en arriver là où je viens, c'est parce que, en revanche, ce que cette guerre a produit, c'est la décrédibilisation de toute forme d'opposition, de tout ce qui existait comme mouvement d'opposition aux talibans. Tous les gens qui étaient du côté du gouvernement, le Panjshir est une passion française. Hein. Vous partez de n'importe quel autre pays européen, les gens ont conscience que Massoud n'est pas… premièrement, Massoud est un islamiste, un frère musulman. Massoud avait 2 femmes en burqa. C'est vraiment une passion française, Massoud. D'ailleurs, régulièrement, quand je parle à des collègues ou des gens qui travaillent sur l'Afghanistan en dehors, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, ils me posent souvent cette question, mais pourquoi cette passion pour Massoud, qui est vraiment une relation française, les films de Ponfilly, des relations très proches avec des gens dans le ministère des Affaires étrangères. Son fils, monsieur en parlait, qui est en train de se positionner comme le chef d'une résistance, a en fait un soutien populaire extrêmement limité. Les gens de la vallée du Panjshir se sont fait détester d'abord dans la guerre civile des années 90, et puis ensuite, lorsqu'ils ont pris le contrôle des institutions sécuritaires dans les années 2000, ils se sont fait assez haïr par la population.
le frère de Massoud, Ahmed Massoud, n'était pas le premier au prébande, il était vice-président de l'Afghanistan. Hein, il a été arrêté par erreur à Dubaï avec une valise de 52 millions de cash, ce qu'on fait par les câbles diplomatiques de Wikileaks. Son enrichissement était connu. Hein, Ahmed Massoud était notoire pour être un grand contributeur à la fuite de capitaux en Afghanistan. Si vous voulez, la guerre a décrédibilisé toute alternative. Et les pays de la région qui soutenaient des mouvements, même l'Inde qui est le grand perdant régional de la guerre, ne veulent pas soutenir des mouvements d'opposition en Afghanistan. Ils veulent une stabilité. Il y a eu 43 ans de guerre en Afghanistan qui a été un problème pour tout le monde. Les Russes, les Iraniens se sont mis à soutenir les talibans à partir de 2016-2017, pas du tout parce qu'ils apprécient les talibans. Au contraire, les Iraniens soutenaient des mouvements d'opposition aux talibans pendant des décennies. Simplement, ils se sont mis à avoir peur de l'arrivée de l'État islamique en Afghanistan. Ils voulaient que quelqu'un gouverne le pays, qui que ce soit, puisqu'on était là. Bon, et le départ des États-Unis, par ailleurs. Si vous voulez, les talibans sont parvenus à se positionner dans une situation où il n'y a pas d'alternative. Donc, ce pays va pouvoir... la réponse à votre question, c'est que l'Afghanistan, à moyen terme, n'a pas de perspective autre que les talibans. Donc, les talibans vont rester au pouvoir. Ils ont les moyens de rester au pouvoir, parce que ce qu'on oublie, c'est que l'Afghanistan est un pays de passage. Hein, la première ressource gouvernementale en Afghanistan, c'est les douanes. Et puisque les talibans sont beaucoup moins corrompus que le gouvernement précédent, ils peuvent, avec les douanes, avoir à peu près l'équivalent de 20% du budget de ce qui était le budget du gouvernement. Et avec ça, ils peuvent survivre, mais ce sera un État à part congru. Et donc, les talibans qui n'ont pas d'alternative à moyen terme, et un pays, tant qu'il sera dans cet isolement diplomatique et cet isolement humanitaire, hein, il faut écouter le président d'Action contre la faim qui, depuis un an, tire la sonnette d'alarme et hurle dans le vide en disant qu'il faut arrêter. Il faut ramener les ONG, il faut arrêter de faire payer la population afghane de nos erreurs. Eh bien, à moyen terme, si la politique ne change pas, et je suis malheureusement un peu sceptique sur son changement, hein, une situation qui va être absolument dramatique pour la population afghane, d'une part, dans tout ce qui se passe en termes d'éducation des jeunes filles, des petites filles, mais d'abord, parce que là, on en vient à ça maintenant, c'est en termes de nutrition, en termes de soins gynécologiques. Enfin, moi, j'aimerais un jour qu'on m'explique pourquoi bloquer les soins gynécologiques aiderait à combattre les talibans. Hein, il me semble que les ONG gynécologiques, comme toute la chaîne de soins, mettons-nous d'accord, plus grosso modo la nourriture et même l'éducation, on peut à peu près se mettre d'accord que ce sont des choses qu'on peut fournir sans prendre le risque de se salir brutalement avec un régime. Il y a encore quand même l'hôpital. Il y a encore l'hôpital pour les enfants, hein, entre autres avec la chaîne de l'espoir, hein, oui. qui soigne encore. Il y a quelques avec ONG qui ont réussi. le docteur Roux et voilà. Hein. Tout à fait. Il y a quelques ONG qui ont réussi, mais c'est une part extrêmement congrue. C'est devenu tout petit. En plus, il faut bien voir que l'Afghanistan, c'est un pays qui a vécu une croissance démographique gigantesque. L'Afghanistan a vu sa population multipliée par 4 dans les 50-60 dernières années. Hein. C'est un pays qui bouge vers les 40 millions. On est à 33, 34, 35. Bon, ces chiffres sont absolument approximatifs. Hein. On est vraiment dans une situation qui va vers la guerre civile est finie en Afghanistan. Hein. C'est quelque part aussi une autre manière de comprendre ce que disait Gilles Rousseau. La guerre civile en Afghanistan est finie. Après 43 ans, 43 ans de guerre civile, ça veut dire quand même que 80% de la population afghane est née dans la guerre. 90 à 95%, parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire entre ses 0 et ses 6 ans, n'a connu que la guerre. Bon, la guerre civile est finie. Par contre, les souffrances que traversent les Afghans, non. Alors, ici, oui. Juste une question par rapport aux 100 000 réfugiés qui ont été, qui sont partis dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont partis d'Afghanistan. J'avais cru comprendre que c'était la France, qui les avait accueillis. C'est sans doute pas ça. Non, c'est le monde. C'est le monde entier, c'est ça. C'est le chiffre total. Parce qu'après, vous avez dit… Non, nous, on a fait sortir 3 000 personnes. 3 000, c'est ça, oui. C'est bien, je crois. C'est bien ce qui me semble. On a même de manière honteuse refusé l'affrètement d'avions privés pour ramener des gens en France.
Le 3000, c'est Oui, les avions c'est affrétés ça. par le gouvernement. Et quand des gens ont voulu affréter des avions privés, on a essayé de les en empêcher. Donc, j'avais deux questions. Je m'en doutais un peu, mais c'était juste pour préciser parce que c'était un peu Oui. équivoque. Et C'est bien de lever me semblait. l'ambiguïté. Merci. Et vous ne pensez pas que les pressions internationales extérieures actuellement puissent amener les talibans, comme ça avait été dit il y a 6 à 8 mois, à négocier, à s'adoucir un peu par rapport à toute leur tradition, enfin à tout le Coran qu'ils cherchaient à implanter un peu partout? C'est l'inverse. Les talibans Oui. voulaient négocier. Oui. Entre septembre et décembre, les talibans font une série de choses assez fascinantes. Ils prétendent remettre en fonctionnement l'université de Kaboul. Tout ça se fait avec des espèces de un pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais ils passent leur temps à essayer de donner des gages entre septembre et décembre. Ils essayent de prétendre justement qu'ils vont ouvrir les écoles. Ils le promettent hein, avec la date pour février. Ils font toute une série de pas qui en partie répondent à des demandes sociales parce que l'éducation des petites filles en Afghanistan, c'est très populaire. Ce qui s'est passé récemment sur les écoles qui ont ouvert et qui ont refermé, c'est les pressions des gens, y compris parfois de militants talibans. Hein. Il y a une vraie pression. L'éducation, c'est une des valeurs qui fait consensus en Afghanistan et là-dessus, les dirigeants talibans sont en décalage avec les effets de 20 ans de présence occidentale en Afghanistan, avec une demande formidable d'éducation. Tout le monde rêve de s'éduquer, que leurs enfants soient éduqués. Enfin, il y a une vraie demande d'éducation. Et si les gens veulent, si plein d'hommes dans les zones rurales veulent marier leurs filles à l'adolescence, ils veulent aussi qu'elles s'éduquent à 9 ans, à 11 ans. Enfin, vous voyez, il faut avoir un portrait beaucoup plus nuancé de ce qui se passe dans la société afghane. Et donc, vous aviez aussi en même temps des pressions sur les talibans au sens des demandes sociales des gens. Et la radicalisation actuelle des talibans, parce qu'il y a une radicalisation des talibans qui est très visible à partir de janvier. Hein, on a vu des séries d'étapes passées. Vous aviez des manifestations de femmes qui se faisaient tabasser, mais vous n'aviez pas de disparition de militantes ou de mise en prison ou de répression. Vous aviez des gens qui quand même parlaient à visage découvert sur YouTube parce que non seulement les Afghanes sont courageuses, mais parfois elles peuvent même être téméraires, certaines d'entre elles, c'est-à-dire elles se montraient. Et les talibans qui ne faisaient rien d'autre que des menaces ou des choses en comparaison de la violence, de la sévérité ou de la brutalité qu'on connaît au mouvement, ils avaient quelque part une main de fer dans un gant de velours, quoi. Et à partir de février, on commence à avoir des disparitions. Et à partir de janvier, on commence à avoir des violences sur les gens qui sont LGBT. On commence à avoir la question des écoles qui est même utilisée comme une provocation. Et si vous regardez la dynamique, elle est inverse. Les talibans les talibans ont essayé une stratégie pragmatique de compromis. Et maintenant qu'ils n'ont pas de ressources et qu'ils considèrent qu'ils n'en auront pas, ils se resserrent sur leurs fondamentaux. Ce n'est pas les talibans qui refusent de négocier, c'est nous qui refusons de négocier. Merci beaucoup pour cette riche intervention fondée sur vos travaux de recherche académique. J'ai une question précise et une petite information. La question est la suivante. Le fait que votre intervention et vos travaux sont fondés sur un angle d'attaque académique très important, c'est la pénétration, vous dites, de la société afghane par le droit. Si on retient ça ce soir, on avance beaucoup. Moi-même, étant à l'école des hautes études dans ma thèse sur l'implantation des confréries musulmanes en France, y compris les Afghans à Toulouse, quand je parle de la jurisprudence, les laïcs refusent de parler de cela. Alors, on est dans un pays laïque, on ne veut pas parler de ça, les Afghans sont des intégristes, etc. Donc, il y a une sorte, chez l'opinion publique, d'incompréhension de l'entrée par le droit et par la jurisprudence. Donc, si vous pouvez ajouter un élément d'importance sur le point suivant. Vous n'avez parlé que du droit musulman. Et est-ce que vous avez vu sur votre terrain
une sorte de croisement de référence chez les talibans entre le droit coutumier afghan, le droit musulman et le droit moderne, sachant que dans les années 20, les sultans de l'époque parlaient en français. Et voilà, ma question, elle est précise parce que j'ai rencontré le même problème épistémologique sur la compréhension de ça. Donc, la petite information, la place que vous occupez aujourd'hui a été occupée dans le GREP le 17 octobre 2001 par quelqu'un que vous connaissez dans le milieu. Je veux parler de Michael Barry, qui est l'un des grandes figures de la recherche sur l'Afghanistan. Et Michael Barry a intervenu au GREP, comme vous le savez, 1 an avant on préparait les conférences. Donc, on l'a préparé en 2000 et en 2001, le 11 septembre est venu et le 9 septembre, il m'a téléphoné, il m'a dit « Habib, est-ce qu'on retient la rencontre parce que le commandant Massoud vient de mourir, vient d'être tué par un Marocain. Et comme tu es Marocain, est-ce que tu n'as pas peur, etc. » Donc, le 9 septembre, le commandant Massoud a été assassiné par un Marocain et le 11 septembre, il y avait ce que vous connaissez. Donc, il m'a dit, on maintient encore, le GREP a maintenu la rencontre et on était à l'Institut des études politiques, on était 700 personnes qui suivaient dans donc le titre de la conférence, l'Afghanistan, les talibans, fondements historiques, religieux et culturels d'un délire. Donc, vous pouvez trouver ça dans la collection Les idées contemporaines. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, en fait, j'ai toute une sous-partie exactement à cette question-là parce que c'est une question essentielle dans le livre. Essentielle et puis surtout très contre-intuitive par rapport à la vision qu'on a des talibans. Ils sont sur… Alors, les deux problèmes existent, c'est-à-dire à la fois l'articulation entre droit islamique et droit positif, droit moderne, et à la fois entre droit islamique et droit coutumier. Je vais les prendre dans l'autre sens d'ailleurs, une par une. Alors, le problème en Afghanistan, c'est que le droit coutumier est quelque chose qui a vécu énormément d'évolution. Comme tous les droits coutumiers, le grand problème des droits coutumiers, c'est qu'une fois que vous essayez d'en faire un droit, vous sortez tout doucement de la coutume. Le problème d'une coutume, c'est que pour que ce soit une coutume, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait, c'est un usage. Et donc, quand vous essayez de la systématiser, de l'organiser, de la financer, ben, en fait, vous commencez à cesser d'en faire une coutume. Donc, le droit coutumier en Afghanistan, bien avant la guerre d'ailleurs, dès les années 70, commence à vivre une révolution qui est le fait que les élites royalistes notamment essayent de trouver un espace entre les communistes et les islamistes et espèrent le trouver dans une certaine promotion d'une image tribale coutumière. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs que se stabilisent les visions de ce qu'on appelle la voie des Pashtuns en Afghanistan, le Pashtunwali, qui est les interprétations qui sont devenues ensuite circulantes du droit coutumier, qui sont différentes à plein d'égards, des usages précis, village par village, région par région, qui eux-mêmes ont bougé sans cesse avec l'évolution sociale dans ces endroits-là. Dans la guerre, le droit coutumier va s'affaiblir énormément, et en particulier les islamistes vont de manière assez systématique et de manière assez récurrente se battre contre le droit coutumier, parce que c'est aussi, je vous parlais d'une vision sociologique de la guerre, c'est aussi des luttes entre reconnaître la force du droit coutumier, c'est reconnaître la légitimité des gens qui ont le lignage ou l'autorité pour l'exercer. Si on veut mettre en avant que c'est les religieux qui doivent gouverner, eh bien, la première chose, et les talibans là-dessus vont être très systématiques, ce n'est pas un hasard que Mollah Omar décrète le fait que les juges ne doivent pas utiliser le droit coutumier, on va se battre contre le droit coutumier de manière assez systématique, avec des luttes sur des normes précises, par exemple. Il y a une norme coutumière qui autorise les frères d'un défunt en Afghanistan, les frères d'un défunt à épouser sa ou ses femmes. C'est quelque chose qui ne marche pas très bien en droit islamique, c'est-à-dire pas du tout, et les talibans ont été systématiquement opposés à ça. En même temps, de manière pragmatique, ils se sont très souvent retrouvés à s'appuyer. Je vous disais, il y a un juge sur les 27 que j'interrogeais qui disait on est en Afghanistan, les gens ils ont des manières de faire, il faut bien faire comme les gens. C'est grosso modo ça son discours.
Je ne pourrais pas vous le citer de mémoire, mais c'était grosso modo sa ligne d'argumentation. Mais plusieurs autres qui me disaient non, je n'applique pas le droit coutumier, ensuite me racontaient des histoires où, en pratique, bon, comme tout juge d'ailleurs, ils essayent, je me souviens d'une discussion avec un Français qui me disait, mais vous savez, moi je fais pareil, ils essayent de négocier entre la lettre de la loi et leur vision, parfois même très personnelle, leur considération de ce que la situation mérite, quoi. Et donc, l'usage, la coutume est mobilisé dans ces moments-là comme une raison de ne pas appliquer une peine sévère, par exemple. Comme me disait, et ça c'était en fait très souvent fait, les juges talibans évitaient d'intervenir, laissant les gens s'arranger entre eux. Et c'est si les gens n'arrivaient pas à s'arranger entre eux tant que, quelque part, l'affaire n'était pas devenue publique, n'avait pas abouti à un acte comme une blessure ou des gens qui se battent ou un mort, les juges talibans régulièrement essayaient d'éviter d'intervenir pour ne pas avoir justement à gérer des choses qui parfois étaient aussi très pénibles à gérer. Parce que le problème, c'est quand vous prenez des décisions, vous risquez de vous faire des ennemis. L'autre est encore plus importante. Les talibans ont appris de la défaite qu'ils ne pouvaient pas faire fi. Il y a une vision un peu isolationniste chez les talibans en 96, hein, quand ils arrivent d'abord au pouvoir. Enfin, ce n'est pas quel isolationnisme, c'est qu'il y a un moment où les talibans arrivent au pouvoir avec une ignorance fondamentalement du fonctionnement du monde diplomatique, des normes internationales, de la force du droit international. Hein, parce qu'on vit dans un monde, il ne faut pas s'y tromper, hein, où le droit international est extrêmement puissant. Hein, on n'est pas du tout dans un monde de délitement du droit international, on est au contraire dans un monde de renforcement du droit international. La Russie qui ne l'a pas respecté en paye le prix aujourd'hui. L'Irak qui ne l'a pas respecté a payé un prix extrêmement cher au fait de ne pas l'avoir respecté. Ça coûte, ça a des effets le droit international. Et les talibans ont compris cette leçon, c'était assez fascinant à voir. Ça se voit notamment dans leur code de conduite militaire, hein, qui est un document juridique chez les talibans. Les juges l'utilisent pour décider de la manière dont ils vont traiter les pratiques de leurs propres combattants. Le code de conduite taliban de 2006 est un code qui prône les attaques sur les écoles, qui prône les attaques sur les cliniques en disant que c'est les avant-postes de l'occupation occidentale, qui explique que les fonctionnaires du gouvernement sont des traîtres et des collaborateurs et qu'il est légal de les tuer, qu'on est dans un djihad et qu'ils sont en plus de ça hérétiques par le fait de… Donc un discours extrêmement violent, très clair, très net, assez peu compatible avec le droit humanitaire international, plus connu sous le nom de droit des conflits armés. En 2009, ils font une nouvelle version. Alors, dans cette version, c'est très étrange. Ils se mettent à dire les combattants talibans doivent respecter les civils. Les écoles et les cliniques ne doivent pas être attaquées. Alors, ils ne citent jamais les conventions de Genève. Jamais. D'ailleurs, quand on parle avec les talibans, ils vous disent que c'est le droit islamique. Donc, le droit islamique, c'était le code de conduite 2006 et le code de conduite 2009, en dépit des contradictions entre les deux. Et en pratique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'évidemment, ils ont pris les conventions de Genève sans les citer. Ils ont compris, et ils l'ont compris pas par hasard, mais parce qu'il y a des circulations. Et la première de ces circulations, c'est que le Bureau des Nations Unies des droits de l'homme est en communication permanente avec les talibans, comme le CICR. Hein, s'il y a deux organisations qui n'ont jamais arrêté d'avoir des liens avec les talibans, ne serait-ce que parce que le CICR fait visiter des prisons en Afghanistan. Et donc, ils vont voir, ils sont la seule organisation qui a continué, y compris dans le manichéisme de 2001-2002, à aller voir les militants talibans dans des prisons, y compris à demander l'accès aux prisons à Doha, à demander l'accès aux prisons en Jordanie, au point où on oublie ce petit moment, hein, mais il y a eu tout un moment où les États-Unis ont voulu faire disparaître le CICR entre 2001 et 2003-2004. Il y a eu des luttes très fortes autour de l'existence du CICR, parce qu'il y avait un vrai mécontentement de la part des États-Unis de ces organisations qui les critiquaient assez vertement pour leur pratique. Et bien, ces organisations, en communiquant avec les talibans, ont en fait fait passer des choses. Moi, je parlais avec je la cite dans le livre, avec la directrice du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies en 2012, je crois. Et elle me dit que les talibans sont des interlocuteurs assez faciles. C'était fascinant de voir cette femme qui est donc la directrice des questions de droits de l'homme et qui me disait, en fait, facile, non pas au sens où ils font ce qu'on leur dit, mais facile au sens où ils veulent parler. Facile au sens où elle, son rôle qui est d'arriver et de dire il y a un souci sur tel cas, elle a en face des interlocuteurs. On va vérifier, on revient vers vous, madame. Et vous avez, ils sont arrivés avec toute une série de… Les Nations Unies sont arrivées en disant vos attaques sur les policiers, elles sont illégales.
Et les talibans ont offert une réponse argumentée en disant « mais les policiers, ce sont des combattants ». Alors là, en droit humanitaire international, c'est très simple, hein. Un policier qui n'est pas pris dans une opération de combat est un civil. Le problème, c'est ce que répondaient les talibans. En Afghanistan, la police était une force paramilitaire, elle était engagée dans les combats. Les talibans répondaient « mais les policiers, ce sont des combattants ». Et dans la lettre du droit international humanitaire, ils ont tort, mais ils sont en engagement. De même que quand une des choses qui provoquait de manière récurrente des morts de civils causées par les talibans, l'usage de mines à pression, donc qui réagissent au poids. Le problème, c'est qu'entre un véhicule blindé américain et un bus, bon, les différences de poids, donc vous aviez régulièrement des bus qui sautaient sur des mines talibanes. Et la réponse des talibans, qui ne tient pas du tout la route en termes juridiques, mais ce n'est pas le problème, ce qui est intéressant, c'est qu'ils répondent, qui était de dire, mais on ne peut pas faire fonctionner sur des détonateurs, parce que les militaires américains ont des détecteurs de détonateurs, on est bien obligé de trouver une manière de faire. Et cette réponse, elle n'a aucun sens juridiquement, on est d'accord. Mais elle montre la prise en compte des normes. Et c'est ça que je veux vous expliquer. Hein. Ce n'est pas que les talibans respectent le droit international humanitaire, c'est qu'ils ont compris que le droit international humanitaire est incontournable. C'est qu'à tout le moins, ils répondent. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé de plus en plus. C'est-à-dire que dans les discours de Mollah Omar, dans les premières années, on a des discours qui sont bon, très politiques. Mais progressivement, il en appelle aux droits de l'homme. Il faut que les défenseurs des droits de l'homme partout dans le monde réagissent à ce que font les États-Unis, qui est inacceptable et illégal. Hein, c'est-à-dire, en faisant cela, il considère qu'il existe quelque chose comme les droits de l'homme, c'est-à-dire un système, une architecture de normes internationales. Et ce qui était impressionnant dans les négociations de Doha, ou même toutes les négociations auxquelles ont participé les talibans, celle de Chantilly en France, il y en a eu toute une série en fait, celle de Moscou, c'est que les talibans avaient appris le langage du droit international. Ils discutaient, disaient « nous allons faire une constitution compatible, il y a des choses qu'on veut pas, on ne veut pas accepter, il y a des choses qu'on veut accepter ». Ils avaient la considération qu'il n'y avait pas de possibilité d'imposer leur ordre en dehors d'un ordre international. Et donc, il y a une hybridation classique du droit islamique taliban, avec toujours… Et pourquoi ils ne citent pas le CICR? Parce que cette revendication de pureté, elle va assez mal avec le fait d'appliquer les normes du CICR de leur point de vue. Donc, ils les appliquent, mais ils disent qu'ils ne les appliquent pas. Alors, encore une question à distance de René Dervaux. René. Oui, bonsoir. Merci, M. Baxco. C'est vraiment une conférence passionnante et vous nous apportez un point de vue qu'on n'entend pas très souvent et qui éclaire beaucoup les choses. Alors, moi, j'aurais deux petites questions. D'une part, concernant l'université, l'enseignement supérieur en Afghanistan, est-ce que c'est un enseignement de qualité, d'un niveau qui est reconnu internationalement? Est-ce qu'il permet une ouverture des intellectuels afghans sur le monde universitaire mondial ou est-ce que c'est un petit univers clos? Et est-ce que les étudiants qui en sortent, essentiellement des garçons d'ailleurs, sont formatés par les talibans ou au contraire, est-ce qu'il y a une véritable approche intellectuelle digne d'une université? Alors ça, c'était ma première question. La deuxième question… Vous parlez d'aujourd'hui ou d'avant avant la Moi, prise je parle d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. de l'université sous le régime taliban. Ouais. Et deuxièmement, donc, je voulais savoir, donc, les Russes sont allés en Afghanistan et sont partis la queue basse. Les Américains et les Occidentaux sont allés en Afghanistan et sont repartis la queue basse. Est-ce que les prochains, ce ne sont pas les Chinois? Est-ce que l'Afghanistan n'est pas sur la route de la soie? Et est-ce que disons, quel est le regard que porte la Chine sur cette partie proche de leur domaine d'influence? On a vu récemment donc, les positions de M. Ping à la récente conférence qui vient de se terminer. Là. Donc, est-ce que pour eux, l'Afghanistan représente un enjeu et de quelle manière? Oui. Juste pour dire, on atteint les 2 heures. Il y a encore une question dans la salle. Hein, peut-être que je vais les prendre tout ensemble. D'accord. Ok, vas-y, Christian. Juste ta question. Ah bon. Alors, moi, je suis en train de surnager entre toutes les informations que vous nous donnez ce soir et puis tout ce que j'avais lu auparavant. Et dans ce conflit, il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure qui me pose question. Vous avez dit il n'y a plus de guerre civile en Afghanistan. Donc, est-ce que les chefs de guerre,
est-ce que les gens qui se sont battus pour prendre Kaboul, je ne me rappelle plus à quelle période, mais est-ce que les gens qui ne représentent pas les Pashtuns, dont vous avez dit 40% de la société Pashtun et 90% des élites actuelles des talibans sont Pashtuns, est-ce que tout ça, ce n'est pas un ferment de conflits à venir? Et deuxièmement, non, mais toujours dans la même question, dans le risque de guerre civile, est-ce que la menace Al-Qaïda, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Qui sont les représentants d'Al-Qaïda? Est-ce que ce sont des Afghans? Est-ce que ce sont des Pakistanais? Est-ce que ce sont des extérieurs? Et donc, tout ça pour dire, il n'y a pas de guerre civile, peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'elle est vraiment terminée? J'en suis moins sûr. Oui. Alors, l'université sous les talibans, c'est d'abord un effondrement, pour le dire très simplement. Nous assistons aux dernières cohortes, puisque de même que dans les écoles, en fait, donc il y a des femmes qui peuvent, des jeunes femmes qui peuvent suivre les cours quand elles ont été inscrites, mais il n'y a plus de femmes qui peuvent être inscrites pour le moment. Et donc, on va bientôt arriver à l'université afghane où il n'y a plus de femmes, et puis surtout plus généralement, la plupart des gens, parce que l'université pré-2021, a été un lieu, et elle a toujours d'ailleurs, dans les années 60, 70, c'était pareil, un lieu de bouillonnement, de circulation d'idées. C'était une université très politique d'ailleurs, très intellectuelle au sens de l'articulation de gens qui plus lisent, moins attachés quelque part à des critères académiques qu'à une participation à la vie de la cité, quoi. C'est dans les rangs de l'université que s'est développé l'islamisme afghan dans les années 60-70, comme le communisme. C'est chez les étudiants, c'est chez les professeurs. C'est dans les deux cas des choses d'intellectuels. Et donc, l'université a été, qui est d'ailleurs quelque part un des grands creusets des gens qui sont partis. Les professeurs d'université sont beaucoup partis, les étudiants sont beaucoup partis. Et les talibans, bon, ils ont mis à la tête de l'université, par exemple, de Kaboul, parce que c'est la plus grande de toutes en quantité comme en qualité, un recteur qui a commencé par un discours sur le fait qu'il allait faire de l'université de Kaboul la meilleure université du monde. Et son Twitter était un endroit assez extraordinaire à suivre. Ça a été un endroit où les talibans ont joué un jeu progressif. Au début, ils ont essayé de montrer de l'ouverture. Ensuite, ils ont essayé de mettre en scène leur version. Donc, on s'est retrouvé avec cette image très étrange de femmes qui portaient quelque chose que personne ne porte en Afghanistan, qui ressemblait un peu à ce qu'on a vu dans les zones de l'État islamique, de niqab avec un deuxième voile dessus, ce qui en Afghanistan. J'ai jamais vu ça dans les rues de Kaboul, y compris chez les salafistes. Enfin, c'était un truc très étrange, quoi. C'était vraiment une mise en scène curieuse, quoi. Ça montrait un peu les bizarreries d'un moment de doute où vous avez quelque part un pouvoir qui ne sait pas très bien ce qu'il fait. Et aujourd'hui, l'université est surtout en train de s'effondrer et de se refermer. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est une université aujourd'hui qui se referme, ce qui veut dire d'ailleurs que les talibans auront un problème à créer des cadres. Ils n'arriveront pas à produire à moyen terme, je ne parle même pas à court terme, à moyen terme, une élite administrative technique, de l'ingénierie, des techniciens capables de pallier aux Afghans qui sont partis. La Chine. Alors, la Chine est le grand gagnant de la guerre, si vous voulez, bien sûr. Il est le grand gagnant de la guerre parce qu'il est le seul pays qui a su faire ce que personne d'autre n'a su faire en Afghanistan, c'est-à-dire ne rien faire. Il est le grand gagnant au sens où il est le seul pays vers lequel les talibans peuvent se tourner, en plus du Pakistan, mais je veux dire le Pakistan ou l'Iran même, c'est pas grand-chose. Il est le seul qui va pouvoir tirer parti de ses ressources naturelles afghanes, mais en même temps, l'Afghanistan a des terres rares, l'Afghanistan a toute une série de ressources minérales dont on a estimé, surestimé, sous-estimé, surestimé à nouveau la valeur et dont en fait on utilise des prospections faites par les soviétiques qu'on réévalue en fonction des prix. En réalité, il n'y a pas eu de vrai… Pareil, 20 ans de présence américaine, très peu de prospection. C'est quand même curieux. Le problème, c'est que faire une mine, ça implique pas simplement une mine, ça implique avoir une infrastructure routière ou de train solide pour sortir les produits. Et le problème, c'est que l'Afghanistan des talibans est plus stable. Je répondrai pourquoi je pense que la guerre civile est du moins très improbable en Afghanistan. Mais ça implique une stabilité au-delà même que le pays soit en guerre civile ou pas en guerre civile. Ça implique l'investissement dans les routes. Alors, c'est faisable, mais ça prend
15 ans, 20 ans. Je veux dire, on commence à entrer à long terme. Oui, peut-être qu'à long terme, l'Afghanistan sortira le trou de l'ornière par de l'exploitation minière, mais dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être dans 30 ans. Et surtout, comme il n'a qu'un seul interlocuteur, tout a son désavantage. C'est-à-dire qu'avec des termes de négociation particulièrement mauvais, les Afghans se retrouveront avec un négociateur chinois qui leur imposeront toutes leurs conditions parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que la technologie sera chinoise, la main-d'œuvre sera chinoise, les matériaux seront chinois. Vous voyez, vous ne tirez pas de grands revenus de ce genre de situation. Plusieurs pays ont vécu ce genre de moment d'être coincés face à quelqu'un qui avait toutes les clés. C'est la situation dans laquelle est l'Afghanistan par rapport à la Chine. Alors, la guerre civile, je maintiens ce que je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence aujourd'hui. S'il y a un risque de guerre civile, il est dans aucun des choses que vous avez dit de mon point de vue, il est chez l'État islamique. Chez le fait qu'il y a plus islamistes que les islamistes en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur l'idée de l'existence, de la possibilité du fils de Massoud, qui n'était personne, qui a fait ses études en Angleterre, qui n'est considéré, qui ne représente pas du tout quelqu'un d'ancré socialement en Afghanistan. Hein. Son père, déjà, était quelqu'un qui n'était aimé que dans une partie du pays, mais alors le fils, autant vous dire qu'il n'y a personne. Et les combats qui se jouent autour de ça, ils existent. Mais ils sont très limités. Et une guerre civile, ce n'est pas juste des gens qui se tirent dessus. Si on part de l'idée qu'une guerre civile, c'est des gens qui se tirent dessus, il n'y a pas plus violent que Rio de Janeiro ou certaines villes de l'Amérique centrale où la mortalité par habitant est bien supérieure à ce qu'on voit en Afghanistan, en Irak. Ce qui fait une guerre civile, c'est la capacité à organiser ces ressources violentes pour essayer de prendre le pouvoir. Et je suis sceptique sur la capacité de production d'un mouvement alternatif, y compris dans les minorités du Nord, à moyen terme, en tout cas à court terme. Voilà. Parce que la plupart des cadres sont partis, parce que les talibans tiennent assez bien le pays en termes sécuritaires, en termes purement sécuritaires. Parce qu'aussi, ceux qui ont la main sur la représentation de l'opposition aux talibans, ceux que les Occidentaux se disent parfois qu'ils pourraient soutenir, notamment les Français, qui sont ceux parmi lesquels qui poussent le plus à ça. Hein. Les Français sont en pointe de l'idée de relancer un mouvement armé en Afghanistan. Eh bien, ce sont des gens qui ont la légitimité, le soutien populaire le plus faible dans le pays. À l'inverse, l'État islamique, lui, a un vrai soutien. Moi, j'avais été très impressionné quand l'État islamique a commencé à apparaître. Moi, j'ai cru qu'il prendrait beaucoup plus d'ampleur qu'il n'en a pris. C'est en partie parce que les talibans ont combattu l'État islamique, parce qu'ils ont très vite vu la menace. Mais moi, quand je suis arrivé à l'université de Kaboul, à la faculté de théologie, l'État islamique était assez populaire, parce que le problème, c'est que les talibans, c'est un islam hanafite, c'est un islam assez… alors, il est rigoriste, il est fondamentaliste, mais il a aussi un côté un peu tradi, un peu rural. Les talibans, c'est les représentants des religieux éduqués des villages. Et donc, les gens qui allaient à l'université de théologie de Kaboul, qui suivaient des prédicateurs sur YouTube, ils trouvaient les talibans assez ringards, pour le dire un peu simplement. Et donc, l'État islamique avait quelque part cette capacité de se positionner comme les vrais représentants du bon islam. Les vrais représentants, les talibans seraient du petit clergé de village, et eux, ce seraient ceux qui sont vraiment à la page. J'ai oublié votre deuxième question, enfin, la deuxième partie de la question. Non, j'y ai répondu. Très bien. Et donc, voilà, pour cette raison-là, je crois assez peu à une guerre civile. Si elle arrivera non pas, à mon avis, alors, bon, vous pourrez me parler dans 5-10 ans en disant que j'ai eu tort. Hein. C'est le principe du risque de ce que je vois d'une situation actuelle. On refera une conférence où je ferai mon mea culpa. Mais moi, le risque, je le vois beaucoup plus du côté de l'État islamique que de l'opposition portée par Ahmed Shammas.